comment elle fait pour choper les orages et quelles sont les techniques qu'elle utilise pour prendre ses photos. Euh, euh, Olivier, tu voulais rajouter un petit mot entre les deux. Oui, bah, le petit mot, bah, j'ai commencé l'enregistrement, donc c'est bon, hein. C'était juste pour dire que, comme à chaque fois, la séance technique, on l'enregistre et on la podcast sur notre chaîne YouTube dans le mois qui suit, de façon un peu irrégulière en fonction de mon emploi du temps. Et donc, bah, si certains ne veulent pas que leur image apparaisse sur cette vidéo, il vous suffit de désactiver la vidéo de votre webcam pendant le temps où on enregistre le podcast. Sur ce, je passe la parole à Lauriane. Lauriane, on te laisse te présenter. Ok, bon, mais déjà, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Alors, juste une Bon, chose, oui, son accent ne correspond pas à sa localisation, hein. non, Elle est dans le Grand Nord et son accent n'est pas du tout du Nord, hein. il y a une erreur d'aiguillage, ça arrive. Oui, c'est toi qui es de Nîmes. Bonne réponse, Ouais, moi, je suis dans le Gard aussi. c'est vrai? Ben bien, Oui, c'est meilleur. voilà. Un peu chauvinisme. Hein. Non, alors en fait, moi je suis né à Nîmes, oui, tout à fait dans le Gard. Mais par contre, j'ai vécu en Lozère, département au-dessus, pendant plus de 25 ans. Voilà, donc après, oui, bien évidemment, je suis monté dans le Nord il y a 4 ans. Mais j'ai gardé encore mon accent, du coup, je compte le garder, j'espère qu'il va rester le plus longtemps possible. Mais bon, voilà. C'était la petite parenthèse. Donc, du coup, bah voilà, donc je me présente, Lauriane, 43 ans, toutes mes dents pour l'instant. Et du coup, j'ai une passion pour la photo. Donc, depuis 2004, où j'attaquais vraiment la photographie. Mais par contre, ma passion, voilà, c'est la météo, c'est les orages. Et ça, j'ai commencé en 1996, donc un peu plus longtemps, avant de mettre tout ça en photo. Donc, du coup, la traque aux orages, ben oui, c'est assez particulier. Pour plusieurs raisons, parce que d'une, c'est hyper dangereux. Il y a quand même des risques de se faire foudroyer et de pas, de plus jamais revenir. Hein, donc, quand même, il faut le prendre en compte. Et c'est très aléatoire. C'est-à-dire qu'en fait, il faut déjà se rencarder sur la météorologie. Donc maintenant, il y a des sites gratuits sur Internet qu'on peut trouver en libre accès, qui vous permettent de voir un petit peu, de visualiser la météo très facilement, sans rentrer dans le domaine on va dire, de la physique ou de la météorologie. Et ensuite, quand on a compris un petit peu le système de ces modèles météo, après, pour traquer les orages, il faut déjà faire des repérages. Et c'est là où c'est long. C'est-à-dire que courir après un orage, tout le monde sait faire, c'est pas compliqué. Par contre, trouver un point, un paysage, un monument connu, ben, il faut aller le chercher d'abord. Donc moi, ce que je fais l'hiver, je profite pendant les 3-4 mois de calme, je vais dans toute la France, en Italie, en Espagne, en Allemagne, en Belgique, et je repère des spots. Ça peut être des monuments classés patrimoine de l'UNESCO, ça peut être une église, ça peut être, voilà, ça dépend en gros ce qu'on nous on aime photographier. Donc une fois que j'ai repéré tous mes plans, donc je marque tout sur Google Maps, comme ça au moins c'est enregistré sur ma carte Google Maps. Et l'été, quand les beaux jours arrivent, que les orages arrivent sur site, donc après en général je prévois 3-4 jours avant. Et 2 jours avant je cible, et la veille du lendemain, je sais qu'à peu près sur un rayon de 100 km, ça va tomber. Donc, ce que je fais, je prépare mes affaires, donc tout mon matériel photo, tout ce qui va avec, et je commence à partir sur le spot. Donc, il y a des fois où ben, les orages se forment, tout se passe bien. Et il y a des fois, ça se forme à 300 km plus à l'ouest, au sud, au nord. Donc, du coup, ben, il faut rechercher d'autres spots aux alentours qu'on a déjà repérés avant. Et ensuite, je vais faire mes 300 km en espérant de tomber, on va dire, en même timing que l'orage, en fait. Parce que des fois, on peut arriver trop tôt, trop tard. Tout dépend de la circulation routière, tout dépend le réseau routier. Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte, en fait, à la traque aux orages. Ce qui en fait une activité assez compliquée, des fois, souvent on se trouve. Si vous êtes en plein milieu du périph' parisien un samedi à 4 heures, vous n'allez pas à Versailles, c'est pas la peine, quoi. En 1 heure de temps, vous n'y serez jamais, quoi. Vous savez très bien. Donc voilà, il y a ça aussi à prendre en compte qui est un petit peu compliqué. Ensuite, au niveau matériel photo, moi, je travaille avec 2 boîtiers. Donc, je suis en Nikon. Pour ceux qui sont en Nikon, je ne sais pas parmi vous s'il y en a. Il y en a, oui. Il y en a toujours. Ah, il y en a. Bon, j'ai eu peur. J'ai vu qu'il y avait un trou, j'ai dit mince. Non, non, il y en a. Il y en a. Il y en a. Les meilleurs C'est- sont c'est- hein, bien C'est connus. pas les Voilà. meilleurs, j'allais dire, mais bon, il y en a. Ouais, mais non, je ne dirais pas ça. Je vais rester neutre pour le coup. Ouais, c'est pas grave. Moi, je dis que ce n'est pas les appareils, c'est les photographes qui font les photos. Exactement. Voilà.
c'est la sensibilité du ou de la photographe. Donc voilà, donc moi je travaille avec un Nikon D750 et un D850, donc plein format, en 24-36 capteurs. Donc un qui fait 46 millions de pixels et l'autre qui fait 24 millions de pixels. Après, ce sont deux boîtiers que j'aime bien parce que pour la nuit, on peut travailler avec, on peut déboucher les noirs facilement sur les plans. Et ça peut monter aussi haut en ISO sans avoir trop de bruit. Voilà pourquoi j'ai pris ces appareils-là. Donc bien évidemment, ça c'est la base. En objectif, moi je travaille sur du fixe. Donc je travaille à l'ultra grand angle, donc au 14 mm. Après j'ai un 24, un 35 et un 50. Voilà, c'est vraiment mes jouets. Et je prends chez Sigma Art, donc la gamme. Donc j'ai tout en f1.4, sauf le 14 qui est en f1.8. Mais déjà le piqué il est magnifique et puis vous avez franchement de quoi faire de la belle photo. L'avantage des objectifs fixes, c'est qu'il y a un infini qui est calé. Donc du coup chez Sigma, en pleine nuit, que vous soyez à f2.8, à f1.8 ou à f6.3 ou à f8, vous pouvez caler à l'infini directement. Vous aurez toujours une zone de netteté de 15 cm à l'infini. Alors après, il y a des gens des fois qui m'ont dit oui, mais Sigma Art, des fois, il faut caler un petit peu. C'est pas net. Alors chez Sigma, ils ont inventé la Doc Sigma. Donc il y a un petit logiciel qui vous permet justement au micromètre près de recalculer l'infini, de l'avoir embuté comme il faut, quoi. Ça peut arriver des fois de le recaler. Mais bon, voilà. Ça, c'est, on va dire, mes outils de travail. Ensuite, un trépied. Alors moi, j'ai des trépieds lourds, soit en alu, soit en bois. Pourquoi? Parce qu'un trépied métallique ou en carbone, bien évidemment, vous êtes sûr de vous faire foudroyer vous et l'appareil photo. Donc ça, il faut le prendre en compte. C'est hyper important. Et ensuite, pour la nuit, en nocturne, j'ai un déclencheur souple, donc une télécommande qui est connectée sur mon boîtier. Et pour la journée, donc du coup, parce que la foudre, c'est rapide hein, quand même. Pour donner une idée, à peu près, c'est 200 km par seconde en moyenne pour 3 cm d'épaisseur, 30 000 degrés de température et il faut compter 300 000 km secondes à vitesse de déplacement. Donc vous imaginez qu'avec le boîtier, si vous appuyez, à un moment donné, vous faites 100 000 déclenchements dans la journée, c'est quasiment impossible. Donc, il y a un gars en France, un Français qui habite en Saône-et-Loire, qui a inventé ceci. Je ne sais pas si vous voyez. Oui. Voilà, c'est un petit boîtier qui se branche sur la griffe du boîtier de l'appareil photo, qui est connecté à l'appareil photo avec un câble. Et dessus, en fait, vous avez un potentiomètre, une PF, et là, marche, arrêt, et un capteur qui est devant. Donc, c'est un capteur photosensible qui permet, en fait, d'avoir une portée de 50 à 70 km sur 183 degrés d'angle. Donc, ça laisse quand même une belle portée. Et en fait, quand il y aura une variation de lumière la journée, ça va enregistrer l'information et la transmettre à l'appareil photo. Alors après, il y a des gens qui vont me dire, oui, mais moi j'ai un appareil photo. Vous savez, un appareil photo a un temps de lag. On appelle ça le lag time. C'est-à-dire c'est le temps de réactivité du boîtier. Donc en fonction du boîtier, on peut avoir 50 ms de lag time, d'autres 60, d'autres 40. Et lui, l'avantage qu'il y a, c'est que quel que soit le boîtier d'appareil photo que vous avez ce petit bouton en haut qui s'appelle la PF. En fait, ça bloque toutes les fonctions de l'appareil photo. C'est-à-dire que l'appareil, au préalable, vous êtes en format RAW, tout en manuel, donc pas de semi-automatique. La focale en hyperfocale, bien évidemment. Et une fois que vous appuyez ici en PF, en fait, vous n'avez plus accès aux fonctions. C'est comme si l'appareil, en fait, il ne marchait pas. Mais par contre, comme vous l'avez réglé sur vitesse haute rafale, votre appareil photo, à chaque fois que ça va déclencher, l'appareil photo va déclencher trois rafales. Une rafale de 3 photos. Et comme du coup, on n'a pas les manettes qui sont actives, on gagne du temps. C'est-à-dire que ce n'est pas grand-chose, c'est peut-être 2 ms, 3 ms, mais le temps que vous gagnez avec la cellule, c'est le temps d'avoir les ramifications qui s'affichent sur 1, 2, voire 3 photos. Alors après, ce n'est pas du sûr à 100%, on va dire à peu près à 85%. C'est déjà pas mal, hein, c'est mieux que 0. Donc, mais l'avantage qu'il y a, c'est que ça permet d'avoir les ramifications. Parce qu'à l'époque, il y a des gens qui utilisaient des filtres. Je ne sais pas si on a qui utilise des filtres parmi vous, par exemple. La journée, souvent, on mettait du ND100, par exemple, pour ralentir le temps d'exposition pour faire des filets d'eau. Donc, il y en a qui avaient trouvé l'astuce pour se dire, bah, tiens, je vais faire des photos de foudre en pleine journée grâce au filtre. Alors, ça marche. Le problème, c'est que le filtre, comme il obstrue quand même, vous n'avez que le canal principal de la foudre, mais vous n'avez pas les ramifications. Donc, du coup, c'est pas très joli, quoi, en fait, en termes de photos. C'est pas top. Il faut vraiment, ou alors que le ciel soit quasiment noir. Mais sinon, c'est hyper compliqué. Donc, la cellule, franchement, ça aide. Et quand on a la cellule, en termes de réglage de boîtier, moi, en moyenne, hein, entre 14h de l'après-midi et 18h, je suis à 1/15e, 1/20e, ISO 50
et je suis à F13. Pour vous donner à peu près les réglages médians, c'est-à-dire les réglages moyens sur un après-midi, quand on traque les orages. Et ensuite, la nuit, évidemment, comme il fait nuit, avec l'obscurité, la cellule, on n'a pas besoin. C'est télécommande filière. Et l'appareil photo, vous le mettez. Alors après, le temps d'expo, il est variable. On peut aller de 6 secondes de pause à 15 secondes de pause ou 20 secondes de pause. Tout dépend si l'orage il est assez isolé. Si vous voulez avoir la netteté sur les nuages, vous descendez entre 6 et 10 secondes de pause. Si vous voulez un flou de bouger la nuit, donc du coup, vous augmentez le temps de pause. Voilà, c'est un peu comme l'astrophoto. C'est à peu près le même système. À part que pour les réglages, c'est plus compliqué. Parce qu'un orage, il se déplace en fait. C'est rare qu'il stagne. Le problème, c'est que plus il va se rapprocher de vous, plus l'intensité lumineuse de la foudre va être importante. Donc vous allez me dire, ouais, mais suivant comment je règle, ça va cramer la photo. Ou sinon, ça sera trop sombre en bas du plan. Alors l'astuce, moi j'ai trouvé un réglage médian, c'est-à-dire que la nuit, je me mets à ISO 100, ou voire ISO 160. Je me mets à f6.3 en ouverture, et en temps de pause, je mets en général entre 8 et 10 secondes. Ça permet en fait d'équilibrer le plan du haut et le plan du bas de votre photo. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous allez sur Lightroom, Photoshop ou un autre logiciel pour remonter les niveaux, vous allez déboucher vos noirs qui sont en premier plan et franchement, le plan, il ressort nickel chrome en fait. C'est comme si on faisait une photo en plein jour. Mais en même temps, ça permet de ne pas cramer aussi le dessus. Donc, voilà, il y a vraiment un équilibre à trouver en fonction de la distance de l'orage. Donc, ça aussi, c'est pareil. Il n'y a pas de règle, mais moi, j'en fais à peu près, je sais pas, entre 100 et 110 orages par an. Donc, je vous laisse imaginer, sur 300 jours, en fait, j'arrête pas, quoi. Donc, du coup, une fois qu'on a trouvé son réglage, après, on essaie de garder le même réglage sur chaque orage à peu près, quoi. Donc, ça, c'est vraiment un petit peu le déroulé de la traque aux orages, quoi. Je sais pas. Tout le monde comprend pour l'instant, ça va? Oui, Ah oui, ouais, très tout bien. à fait. On suit il faut juste que tu saches que, en principe, on coupe les micros pour pas avoir Ah, de d'accord, ok. bruit. Donc c'est pour ça, quand tu poses une question, on met un peu de temps pour répondre. D'accord, ok. Oh, mais comme ça, je le sais. C'est pas qu'ils sont en train de dormir, hein, rassure-toi. Non, non. Non, ça va. Mais justement, c'est pas le but, hein. Si c'est soporifique, c'est pas top, hein. Mais moi j'ai une petite question. C'est quoi Oui. la marque de ce produit, de cette cellule française? Alors, cette cellule française, elle est produite chez Radio Am Électronique. Voilà, si vous voyez. Hop. Merci. Et son nom, c'est la Lighting Sensor V4. Voilà, donc le jeune homme qui a inventé ça, il s'appelle Walt Laroche Celsia. Et en fait, sur Internet, vous avez son site, vous pouvez commander directement sur son site. Donc, avec les câbles adaptés à chaque appareil photo. Donc, en fait, c'est miscible. C'est la cellule, en fait, les câbles sont connectibles avec tous les appareils photo. Donc, c'est un avantage, c'est-à-dire que vous avez un Pentax, un Sony, Nikon, Canon ou une autre marque de boîtier. Vous pouvez avoir la cellule, la connecter dessus, quoi. Ça va? J'ai répondu à votre question? Super, merci. Mais de rien. Donc après, voilà, ça c'est pour la traque aux orages. Après, il faut savoir qu'en France, bon, des orages, il y en a quand même, hein. On a à peu près 500 000 décharges par an sur le pays. Et sur le monde entier, c'est à peu près 1,3 milliard. Donc ça fait à peu près 40 décharges par seconde. Donc vous imaginez, pour traquer les orages, on a de quoi faire quand même, hein. Après, au niveau de la dangerosité de la foudre, en France, on compte en moyenne 30 personnes qui se font foudroyer. Et malheureusement, il y a à peu près entre 10 et 15 qui décèdent. Et au niveau des animaux, c'est à peu près 30 000 animaux d'élevage qui décèdent chaque année. Ah ouais, quand même. Ça fait beaucoup en fait. Pourquoi ça fait beaucoup? Parce que souvent les vaches et les moutons, l'été en pâture, quand il y a un orage, qu'est-ce qu'ils font? Ils se réunissent tous autour d'un arbre. Donc quand la foudre elle tape, sur un cercle de 20 à 30 mètres, ils se font tous foudroyer, malheureusement. Donc du coup, ça peut faire un troupeau de 50 cheptels ou 100 cheptels qui sont décimés en une seule fois, quoi. D'où ce chiffre assez important sur le pays, quoi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sur une séance de photos d'orage, sur un orage, tu arrives à... Enfin, tu fais à peu près combien de photos par orage, on va dire, en moyenne? C'est très aléatoire. Alors en général, en déclenchement de la journée, ça peut aller de 600 à 3000. D'accord. Pour une chasse de 6 à 8 heures, à peu près. Et la Ok. nuit, par contre, tu divises par 3, quoi. Donc la nuit, c'est entre une centaine et peut-être 800 maximum, quoi. Ouais, d'accord. Étant donné qu'on est en temps de pause. Ouais.
Donc ça veut Tout dire qu'il dépend, y en fait. a, il y a beaucoup, entre guillemets, de faux positifs, on va dire, de déclenchements qui ne donnent rien. Ah oui, oui, oui. Tu as beaucoup, en fait, parce qu'en fait, dans un orage, il n'y a pas qu'une activité de Mhm. foudre. Il faut faire la différence. La foudre, c'est la résultante, en fait, de l'éclair qui touche le sol. Mhm. C'est-à-dire qu'il y a les éclairs et la foudre. La foudre, ça tape le sol. Les éclairs, ça reste dans la masse nuageuse. Donc souvent, l'appareil photo, il va déclencher parce que l'activité intra-nuageuse dans le nuage est tellement intense. Pour donner une idée, par exemple, un cumulonimbus qui foudroie pendant 4 heures, si je dis pas de conneries, en 4 heures de foudre, il y a à peu près 7 à 8 000 détections d'éclairs pour à peu près 900, maximum 900 foudres au sol. D'accord. Donc vous voyez, le ratio, il est quand même il est pas énorme, hein. Et puis moi, personnellement, ce que je recherche, c'est plus la foudre qui tape au sol que l'éclair dans le nuage, quoi. C'est joli, mais en journée, en fait, on ne voit quasiment pas. C'est que la nuit qu'on arrive à le voir. Donc du coup, c'est pas attrayant en journée d'avoir de la foudre, on va dire, intra-nuageuse vraiment dans l'orage, quoi. Mais des fois, il arrive qu'on fait chou blanc. Ça peut arriver aussi. C'est l'avantage, en fait, ce qui est la météo, c'est en fait c'est une prévision, c'est pas une science exacte, hein. Ça n'a jamais été une science exacte. Moi, des fois, ça m'est arrivé, j'étais sur le nord de la région parisienne, à Senlis, dans le 60, dans l'Oise, et on nous annonce une super dégradation à la Roche-sur-Yon. Maggie, je pense que là, ça va l'intéresser. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on descend sur la Roche-sur-Yon. Donc, on se tape, je crois, 6 heures de route à peu près pour descendre. Et en fait, on est arrivé à minuit là-bas, et ben, on a eu un grand célébus, c'est jamais rien passé. Voilà, non, mais c'est le truc, voilà, vous avez claqué 350 € de budget pour voir des étoiles et l'océan. Bon, c'est cool, hein, c'est sympa, mais c'est aussi un peu le but, voilà, c'est aussi des fois la traque aux orages, c'est que des fois il n'y a rien. Ça peut arriver qu'il y a un gros loupé, alors que les modèles météo, ils voyaient vraiment quelque chose d'intéressant. Donc il y a aussi, voilà, il y a les modèles météo en prenant en compte, mais après il y a aussi un petit peu sa conscience et il y a des trucs, des fois, quand on ne le sent pas, on n'y va pas, quoi. Et ça vous arrive d'y aller toute seule? Alors, 90% du temps, je suis seul. Ah oui. Donc, des fois, je pars du Pas-de-Calais et je vais à Trieste. Donc, on est au reste de l'Italie, limite Croatie. Des fois, je descends même en Croatie jusqu'à Zadar. Et ça me dure 5 jours de road trip toute seule. Donc, du coup, il faut tout prévoir, hein. Nourriture, carte bleue, la voiture, les niveaux sont faits, les pneumatiques, les papiers, passeport, carte d'identité, au cas où, si des fois vous tombez sur des agents de police un petit peu compliqués. Voilà. Et des fois, il y a des déclarations de matériel à faire aussi sur les frontières. Ça peut arriver des fois, même si on est en Europe. Moi, j'ai déjà été contrôlé par les douanes volantes dans d'autres pays. Bon, il faut vraiment leur expliquer que vous traquez les orages parce que des fois, ils vous considèrent comme une espionne, quoi. Alors, ils n'aiment pas bien, quoi. Et j'ai pas mal d'anecdotes, malheureusement, à ce niveau-là. Donc, du coup, ouais, je suis seul et les 10% du temps, c'est soit je prends des gens avec moi, c'est-à-dire des gens qui veulent faire des stages de 1 à 4 jours. Donc, je prends 1 à 2 personnes maximum pour des raisons de sécurité évidentes et surtout de place dans le véhicule. Et après, le reste du temps, c'est des fois d'autres collègues que je croise sur des spots qui font aussi un petit peu de photos d'orage. Et puis, voilà. Mais ouais, 90% du temps, je suis seul parce qu'en fait, c'est tellement technique et il faut vraiment être concentré. On peut pas. C'est pas comme de l'animalier ou du paysage où on pose le trépied un peu partout, on fait un peu ce qu'on veut. Là, l'orage, en fait, il faut être rivé sur le trépied et sur l'appareil photo parce on veut faire son plan. Mais il faut avoir les yeux, en fait, sur les modèles météo sans arrêt et surtout sur le ciel. Il faut suivre, en fait, avec les yeux l'orage et comprendre son environnement et comment il fonctionne. Ça vous permet déjà, vous, de vous dégager, de vous mettre un petit peu en sécurité. Parce qu'il faut savoir, quand je traque les orages, je ne peux pas partir en randonnée en pleine montagne sur 30 km, c'est impossible, c'est trop dangereux. Donc en général, j'essaie de trouver des spots où je gravite autour de ma voiture, donc entre 15 et 20 mètres maximum du véhicule. Qu'en cas de pépin ou quand l'orage est trop proche de moi, je puisse me replier dans le véhicule et me mettre moi en sécurité ainsi que le matériel photo. J'ai une petite question par rapport à ça, Oui. justement. La voiture, c'est une cage de Faraday, mais tu peux continuer à prendre des photos quand l'orage est au-dessus de toi, les fenêtres ouvertes, ou c'est trop dangereux? Moi, perso, j'ouvre le coffre, je mets mon trépied dans le coffre. Pour l'instant, ça se passe bien. En général, alors j'ai de la chance, j'ai les cheveux longs, ce qui fait que le précurseur, quand il y a une foudre imminente qui peut taper pas loin de la voiture, en général, ça fait ça. Ouais, on a tous les poils qui se lèvent, hein. Alors, C'est quand on clair. arrive à ce niveau-là, vous savez que vous avez à peu près 2 minutes, grand maximum, pour fermer le coffre et puis fermer la voiture et les fenêtres. Voilà. Encore C'est 2 comme les minutes. astronautes, Ah, alors? Comme Oui. les astronautes?
À peu Comme près ça, pareil. C'est comme s'il n'y avait pas de gravité. Oui, les cheveux ils sont vraiment comme ça en fait, hein. Et il y a vraiment 2 minutes où c'est super électrisé en statique avant que ça passe. Oui, c'est ça. Oui, en Ah, fait, c'est c'est impressionnant, je pensais que c'était le beaucoup temps de moins. charge du véhicule, si vous préférez. C'est-à-dire D'accord. que la base de l'orage est négative, le haut de l'orage est positif, et en fait, nous, on se charge positivement. C'est-à-dire Ouais. la voiture complètement se charge, là, tout ce qui est tôle en fait. Donc, le temps que la charge monte et arrive à son maximum, ça laisse à peu près 1 minute 30, 2 minutes pour se mettre en D'accord. sécurité. Par contre, alors, pour répondre, c'était Ludo, non? Je ne sais plus qui c'est le monsieur qui Ouais, a c'est posé. ça, c'est ça. Oui, Ludo, pour la cage de Faraday, alors je lui dis oui et non. Il faut savoir qu'il existe 2 types de foudre. Donc, de la foudre négative et de la foudre positive. La foudre négative, c'est ce qui représente 80% des foudres. La foudre positive, c'est 15 à 20%. Et c'est la plus dangereuse. C'est celle qui est dénudée de ramifications, qui est juste en général un trait tout fin, tout droit. Et cette foudre positive, elle, par contre, est à même à tomber sur votre véhicule et à faire brûler le véhicule. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle tape sur le véhicule, en général, ça prend sur les systèmes électriques, la batterie commence à prendre feu, le véhicule prend feu assez rapidement. Donc, ça vous laisse 30-40 secondes pour sortir du véhicule. Le problème, c'est que quand la foudre a tapé le véhicule, du coup, le véhicule, lui, il est chargé. Ouais. Et quand je dis chargé, c'est chargé. C'est-à-dire que si vous touchez le montant de porte en ouvrant la porte de la voiture, c'est 25 000 volts. Vous prenez en décharge. Donc, c'est vous restez collé à la voiture. Ah ouais, là, vous faites un surtout regard en mettant le pied par terre, c'est surtout ça le problème. Parce qu'on est Voilà. chargé aussi dans le véhicule. Exactement, c'est pour ça, quand la voiture commence à prendre feu, on prend quelque chose, un vêtement, on ouvre la poignée avec le vêtement et on ne touche pas les parties métalliques du véhicule. On s'éloigne du véhicule et après le véhicule il va se décharger, mais bon, entre-temps, il aura brûlé malheureusement. Mais par exemple, pour les avions, quand ils sont foudroyés en plein vol, quand ils arrivent à l'aéroport, en général, les passagers ils attendent 30 à 40 minutes avant de descendre de l'avion parce qu'ils branchent un truc sous l'avion pour le décharger. Ça aille plus vite. Et ensuite, les passagers peuvent descendre en sécurité. Voilà. Comme ça, j'ai répondu en deux réponses pour une question. Autre chose, suivant les pays, les orages sont différents ou pas? Ah, bonne question. Vous savez que la Terre, on a plusieurs couches atmosphériques. La mésosphère, la tropopause, la stratosphère, tout ça. Nous sommes dans la tropopause. Donc, nous, en fait, là où on vit, vu que la Terre, elle n'est pas ronde, la couche, en fait, est épaisse de 8 km sur les pôles, 16 km sur l'équateur, d'accord? Les orages, eux, ils montent jusqu'à 15 000 mètres d'altitude en moyenne sur l'équateur et ils tournent à peu près entre 7500 et maxi 8000 mètres d'altitude sur l'Arctique. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'orage, en fait, quasiment sur l'Arctique, parce que la couche n'est pas assez haute pour que les orages se développent en extension verticale. C'est pour ça que sur la ceinture équatoriale, il y a des orages tout au long de l'année. Et quand on remonte sur le cancer du Capricorne et du Cancer, donc plus on remonte vers le 45e parallèle, et les orages sont un peu moins violents. Vous me suivez jusque-là? Ouais. Et après, il y a des pays où les orages sont un peu plus violents. Alors pourquoi? Je vais prendre l'exemple des États-Unis. J'ai le super exemple. Les États-Unis, ça fait peut-être 10 fois la France en termes de superficie. Et c'est une configuration qui est assez particulière. C'est-à-dire que vous avez le golfe du Mexique au sud du Texas, de la Louisiane, où l'eau est à 28 degrés, elle bouillonne quasiment 8 mois de l'année. Donc, c'est de l'air chaud qui remonte du golfe du Mexique. Vous avez au-dessus le Canada et l'Alaska. Donc, on appelle ça nous, le courant du Labrador. Donc, c'est un courant très froid qui descend donc, sur les grandes plaines centrales américaines. Et vous avez la chaîne des Rocheuses qui culmine en moyenne à 4000 mètres d'altitude qui font office de barrage. D'accord? Donc, en fait, l'air chaud, l'air froid, quand ils se rencontrent, vous avez des écarts thermiques entre 30 et 40 degrés sur une altitude entre 2000 et 3000 mètres d'altitude. Et tout ça, ça crée des vents. Ça fait des gros contrastes. Et vu qu'il y a les montagnes à gauche qui font effet d'orographie, en fait, ça fait un blocage à ce niveau-là et ça se forme à ce niveau-là. Et malheureusement, c'est là où, à partir du mois d'avril jusqu'au mois de juin, vous pouvez vous retrouver avec des orages quasiment tous les jours sur la partie centrale américaine. Et ça arrive à produire en moyenne entre 1500 et 1800 tornades par an. Pour comparatif, en France, on a recensé que 884 tornades depuis 1680. Donc, ça fait une moyenne de 20 à 30 tornades par an en France. Comparé aux États-Unis, où ils en ont entre 1500 et 1800 en moyenne par an. Pour vous donner à peu près le ratio, quoi. Vous avez fait des études de météo, non? Oui, moi j'ai un bac scientifique, une licence de géographie. Après, j'ai enchaîné sur un master GCRN en gestion des catastrophes naturelles et 3 ans d'école à Météo France à Toulouse. Voilà. Il faut ça.
Et maintenant, je travaille, bon, alors, je suis toujours en activité, hein. En plus de la photo, je suis fonctionnaire, donc je suis ingénieur de catégorie A au département du Pas-de-Calais. Au département de quoi? Au département du Pas-de-Calais, au Conseil Oui. général. Oui. Voilà. Donc en gros, je suis à la DDE et puis je suis ingénieur des ponts et chaussées. Donc je m'occupe de la météorologie routière, entre autres, de tout le département. Voilà. Ok. Je sais pas, d'autres questions? C'est des trucs à me demander. Quand tu voudras qu'on N'hésitez regarde tes photos, tu le dis. Hein. Et oui, on peut regarder les photos quand même. pas, comme vous voulez. Avec On, plaisir. bah, on attend que ça. Hein. Oui, parce ouais, que là, parce en fait, que pas trop rentrer dans la technique au niveau météo, parce que j'ai peur de perdre du monde et puis je préfère rester non, vraiment c'est très vulgarisé. intéressant. Mais Ça maintenant, soit, effectivement, ça simple. peut être intéressant d'avoir le, on va dire Les l'interprétation de l'image, on va dire à la fois sur l'aspect météo et puis Ah bah oui, photographique, oui. ah ouais, c'est cool. Eh ben, Eh ben alors, je vais présenter les photos allez, comme ça. Voilà, on y va. Hop. Ah, avant, faut que je fasse quelque chose. Faut que, hop, voilà, et que je partage. Tout l'écran, c'est ici et c'est partagé. Vous me dites si vous voyez l'écran. mettez pas Oui. les photos, j'étais en discothèque hier, hein, c'est pas les mêmes. Hein. Ah, c'est pas celle que t'as envoyée. Ah, celle-ci, si, là c'est bon. Oui, c'est bon là. C'est bon, ouais. Il y a tout le monde qui voit. Oui, oui. Pardon. Alors, cette photo, je l'ai prise en 2018, mois de mai. Donc, c'était aux États-Unis. J'étais dans le Kansas, à côté de Kansas City. Et puis, donc, du coup, sur la photo, comme vous pouvez le voir, il y a une foudre entre les deux arbres, qu'on appelle donc une foudre positive, qui est toute nue, là, et qui descend bien droit, sans ramification. Et sur la droite, c'est une tornade que vous voyez. Alors, elle ne descend pas jusqu'en bas parce qu'elle n'était pas condensée totalement. C'est-à-dire la condensation, c'est ce que vous voyez, ce qui est visible, c'est la partie visible du tube de la tornade. Ça, c'est la condensation. Mais des fois, ça arrive, quand les conditions ne sont pas réunies à 100%, que le bas de la tornade n'est pas condensé. Par contre, ça n'enlève rien à sa puissance avec des vents de plus de 150 km/h dessous. Donc, c'est toujours le phénomène tornadique reste toujours dangereux. Donc, c'est une photo que j'avais faite, je crois, le 15 mai, ouais, c'est ça, le 15 mai 2018 en après-midi. Et si vous voyez bien sur la photo, à droite, vous voyez le sens des vents. Il y a les arbres qui se font aspirer vers la tornade, pour ceux qui arrivent à y voir comme il faut, sur la partie droite. Et sur la partie gauche, eh bien, vous voyez les arbres, ils sont dans l'autre sens, en fait. Ça se fait aspirer en entonnoir, vous voyez. En fait, c'est la tornade. Comme elle tourne dans le sens inverse d'une aiguille d'une montre, elle aspire vers elle et elle le rejette à l'arrière. Et le cadran d'une tornade, c'est toujours du sud-ouest vers le nord-est. Donc 220 degrés. Dans l'hémisphère nord. Dans l'hémisphère nord, tout à fait. L'hémisphère sud, c'est inversé. Et j'avais une question entre la foudre positive et négative. On dit que le flux électrique qui part de la Terre ou qui vient vers la Terre, laquelle remonte et laquelle descend en fait? Ah ah, bonne question. Alors, il y a 4 types de foudre. Donc, on a parlé de la foudre descendante, celle qui part du nuage qui descend au sol, qui est négative et positive. Et ensuite, on a les décharges de foudre qui sont ascendantes, Ah, donc qui d'accord, ok. montent dans le ciel. Celles-ci sont un peu plus rares. Et en général, c'est les antennes TDF, tout ce qui est télécommunication. Ça peut être le sommet d'une montagne, ça peut être un poteau électrique ou une ligne RTF, donc une ligne haute tension, qui crée la foudre ascendante. Voilà. D'accord. Donc, du coup, vous avez de la foudre ascendante négative et foudre ascendante D'accord, il positive. y en a des négatives et positives, d'accord. Exactement comme la foudre descendante, mais inversée. Ok. Voilà. En fait, si vous préférez, la foudre ascendante négative, c'est-à-dire que le poteau électrique, par exemple, est chargé positivement et ça monte vers l'orage qui est chargé négativement. Et la foudre positive ascendante, c'est l'inverse. C'est l'orage qui est chargé positivement et le poteau électrique qui est chargé négativement. D'accord. Et pour la foudre descendante, c'est pareil, la descendante positive, l'orage est chargé positivement en haut, c'est négatif en bas. Et la foudre négative, c'est l'orage qui est chargé négativement et le point d'impact qui est chargé positivement. C'est bon? J'ai perdu personne? Ah ouais, c'est bon, c'est bon. Non, c'est bon.
Tu dis quand tu veux que je change Ouais, de ouais. photo. Hein. On peut changer, suivant. Suivant. Oula. Alors celle-ci, est-ce que tu peux mettre celle d'après pour qu'on Bien comprenne un sûr. peu le schéma? Je crois qu'elle va suivre. Voilà, celle d'après, voilà. Alors là, j'étais sur l'aire de Marmande. Pour ceux qui connaissent, la 71 à Bourges. Ouais. Avec une aire de repos de toute façon à Bourges, de chaque côté. Donc ce jour-là, je remontais de Montpellier et j'allais sur Paris. Et j'ai eu cet énorme orage qui s'avançait vers moi. Et je ne sais pas si vous voyez, vous voyez, ça fait une jupe devant. On appelle ça, en termes météorologiques, un arcus, la jupe. Donc, c'est un signe distinctif d'orage très violent, avec des courants ascendants-descendants qui sont hyper variés et assez forts. Donc, en fait, l'orage, lui, il aspire l'air chaud et derrière, c'est de l'air froid qui remonte. Et du coup, c'est une machine thermodynamique, en fait, un cumulonimbus. Et cet orage-là, je ne sais pas si vous voyez, vous prenez les deux éoliennes au milieu et il y a un truc noir là, en plein milieu, entre les deux éoliennes. Mhm. Je sais pas si tu peux zoomer ou pas. Je vais regarder. Ouais, un petit peu. Bon, pas grand-chose. Ouais, mais là, c'est nickel. Je sais pas si vous voyez le petit entonnoir qui est au milieu. Donc, du coup, si tu reviens sur la photo précédente, moi, j'ai fait un zoom dessus, en fait, 15 secondes après. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Une aspiration. Je sais pas si vous voyez bien. Ouais, ouais. Vraiment au milieu, on voit en fait l'avancée de l'orage, donc de droite à gauche, qui venait vers moi. Et on voit bien derrière, en fait, donc un début de tornade. Donc, ça commençait à tournicoter un petit peu. Donc, après, ce n'est pas des grosses tornades, mais ça avait duré quand même à peu près 2 minutes. 2-3 minutes à peu près. Et c'est vrai que c'est intéressant même pour moi, en fait. Parce qu'à l'œil nu, tant mieux, on ne fait pas attention. Et avec l'appareil photo, on arrive à le capter. Et en zoomant, du coup, ça laisse une trace. Et ce qui est intéressant dans ma passion pour les orages, c'est que ce genre de photo, si vous avez un habitant qui s'est fait démolir sa maison sur un phénomène climatique, grâce à cette photo, les assurances elles peuvent accélérer le remboursement. Parce qu'il y a une preuve directe. Il faut le savoir, c'est important. Oui. Donc en même temps, c'est une passion, mais qui peut rendre service aussi à la population. Effectivement. Donc, du coup, on peut changer. Parce qu'en fait, il arrive qu'il tombe sur la maison, oui. Il n'y a pas de paratonnerre. De quoi par rapport à la foudre? Oui. Alors, les maisons qui sont reliées à la terre, en général, elles sont protégées par la foudre. Mais par contre, il faut savoir que quand vous avez l'orage qui vient chez vous, un conseil que je vous donne, c'est de fermer toutes les fenêtres, de ne pas se laver, de ne pas ouvrir le robinet d'eau, parce que c'est un conducteur, d'éteindre la télévision, et surtout de ne pas téléphoner avec son téléphone portable. Ah oui, ça c'est Quand clair. la chérie rentre à la maison, il y a l'orage, parce que là, vous faites foudroyer. Il y a quelqu'un qui s'est fait foudroyer à Paris dans les jardins du Trocadéro comme ça. Il y a quelques années. Ah ouais, la foudre, ça passe partout en fait. Hein. Même si la maison est reliée à la terre, sauf si vous avez un ondulateur. Mais je connais très peu de monde qui ont des ondulateurs chez eux, parce que ça coûte déjà cher. Puis après, c'est efficace. Hein. Quand la foudre elle tombe dessus, c'est un ondulateur en fait qui réduit l'activité de la foudre, en fait, qui réduit l'intensité de la foudre. Ça passe après sous la maison. Bon, ça vous sauve les meubles, on va dire. Mais après, ça reste rare quand même. Hein. Des maisons incendiées par la foudre, ça peut arriver, surtout si elles ne sont pas équipées de mise à la terre. En moyenne, on en compte à peu près 20 par an en France. Moi, une année, alors il m'est arrivé, j'étais en classe en maternelle, hein, j'étais instite en maternelle, et il n'y avait aucun orage, il faisait très très beau dehors, et j'avais les fenêtres ouvertes, et c'était des fenêtres l'une en face de l'autre. Hein. Et à un moment, il y a eu une détonation, j'ai vu la boule de feu passer à travers la classe au milieu des enfants et ressortir de l'autre côté. Et ben j'ai eu bien peur sur là. Alors, il n'y a rien qui avait prévenu, quoi. Ben c'est normal, je vous expliquer un truc. Il faut savoir que vous imaginez qu'un éclair, il se déplace à 300 000 km/s. On est d'accord. Donc, c'est à peu près 900 000 fois plus rapide que l'onde sonore. L'onde sonore que vous entendez, c'est 330 mètres par seconde. Vous voyez le truc un peu, hein? Il faut savoir que la foudre, elle peut sortir à 300-400 km de l'orage et taper. Pour info, le record du monde, il a été battu il n'y a pas très très longtemps. C'était dans le Texas, aux États-Unis. Et en fait, la foudre elle a parcouru 768 km. Waouh! Avant de taper, ouais.
Donc, en fait, l'orage, c'était dans le Texas. Et donc, la foudre a tapé en Louisiane, dans le Mississippi. Pour vous donner à peu près une idée. Donc, voilà, ça existe. Après, sur un orage en France, la foudre extra-nuageuse qui sort d'un orage, la moyenne, c'est entre 30 et 80 km. Parce que quand on les voit Donc, c'est pour ça que vous n'avez pas vu l'orage, il faisait beau, mais vous avez entendu la foudre qui est tombée par loin de chez vous, en fait. Ah oui, puis il est passé à travers la classe. Hein. Là, je l'ai vu, la boule de des feu. phénomènes qui arrivent. C'est pour ça, quand on dit, ah, ben, il fait beau, l'orage, il est loin là-bas, 50 km, on ne risque rien. C'est pas vrai. Même à 50 km, si vous faites la tondeuse à gazon dans le jardin, vous pouvez arrêter, vous rentrez chez vous. Parce que vous pouvez vraiment vous faire foudroyer, quoi, en fait. Vous n'êtes pas à l'abri de vous faire foudroyer, même à 50, même à 80 km d'un orage. Parce que là, c'est à vol d'oiseau qu'on parle, pas par la route. C'est bon à savoir. Je posais la question parce que je vais à l'Aquagym. Il y avait un orage à l'extérieur. Je leur ai posé la question. Je leur ai dit, mais vous continuez les cours quand même quand il y a de l'orage? Ils m'ont dit oui. Mais du coup, il vaut mieux partir. Ben oui. Vous savez, nous, dans le Pas-de-Calais, il y a eu un prof de sport sur un terrain de football l'année dernière qui est décédé, qui s'est fait foudroyer. Et il y avait 30 élèves qui étaient à côté de lui. Heureusement qu'il n'y a que lui qui a été foudroyé. Et l'orage, il était sur Arras, donc à peu près à 30 km de position de la ville du Courrières. Ah ouais. Voilà. Donc ça avait fait la une de la Voix du Nord, ça avait fait la une aussi sur le Parisien, je me rappelle. Mais ce sont des choses qui arrivent. Donc non, c'est pas un phénomène qu'il faut prendre à la légère, en fait. C'est bon à savoir. Et alors, pour ce qui est des pare-foudres qu'on trouve sur les bâtiments ou choses dans ce genre-là, on va dire, est-ce que c'est une science exacte, ce truc-là, à savoir, est-ce que ça tombe réellement que sur le pare-foudre ou est-ce que ça peut tomber à côté sur la maison malgré tout? Non, en général, c'est le pare-foudre qui se charge et c'est lui qui attire. Et il protège dans un rayon de combien? Le pare-foudre, lui, il protège que le bâtiment, quoi. Que le bâtiment, ouais, c'est ça. Mais des fois, ça peut arriver que... Bon, alors moi, j'ai vu le cas sur des églises, sur les toits d'églises en ardoise, où ça tapait à côté du pare-foudre, ou alors c'était trop violent pour le pare-foudre, et du coup, ça faisait en fait voler en éclats toutes les ardoises. Donc sous la toiture jusqu'en bas de l'église, quoi. Ça peut arriver, mais c'est des cas qui sont rares. C'est 3-4% de ce qui peut arriver. On va dire, sur une année, c'est 1 à 2 cas. Parce que j'habite dans la vallée de la Bièvre, à côté de Paris, et on a des grandes lignes à haute tension qui passent, celles qui alimentent Paris, en fait, qui passent dans la vallée. Et alors, nous, généralement, les orages ici, ça tombe toujours sur les lignes, en fait. Oui, voilà. Il faut savoir que les lignes à haute tension et moyenne tension sont équipées d'antennes, de piquets, en fait. Toutes les lignes ERDF sont équipées de piquets pour faire venir la foudre dessus, en fait. Et la foudre, après, elle est diluée dans sa ligne électrique. Après, il faut savoir que quand la foudre tape sur une ligne électrique de haute tension ou de moyenne tension, ERDF, ils ont un système de déclencheur. C'est-à-dire que quand la foudre va taper la ligne électrique, ça va déclencher, réenclencher, déclencher, réenclencher 3 fois. C'est une mise en sécurité, en fait. Et après, la ligne, du coup, elle va se remettre en place. C'est pour ça que souvent, quand il y a de l'orage, vous vous rendez compte que des fois, l'électricité se coupe chez vous et il revient de suite après. Souvent, ça fait ça parce qu'en fait, les déclencheurs, ils se réarment automatiquement 3 fois. D'accord. Bon, photo suivante. Photo suivante. On va finir moins bête ce soir. Bah ouais, c'est bien, c'est très instructif. Hein. Moins électrifié. Bon, il y en a certains, ils vont plus oser sortir de chez eux. Non, mais après, on peut sortir. Moi, ça m'est arrivé une fois, j'étais... comment expliquer? J'étais au-dessus de Val Thorens, en plein mois de juillet. Je faisais des photos, donc j'étais en pleine montagne à 3000 mètres. Et puis, j'ai un orage qui est né en plein milieu du massif. Bon, ben, il n'y a pas le choix, hein. Puis comme j'avais moi en fait du matériel sur moi, ben, je me suis mis accroupi sur mon matériel, accroupi, j'ai pas bougé, l'orage est passé, j'ai pris une rincée, j'étais trempe, on est passé de 20 degrés à 10, mais par contre on n'a pas eu la foudre. Parce qu'il y a quand même des conduites à tenir pour pas se faire foudroyer, pour pas attirer la foudre. Ah ouais, c'est clair qu'il faut éviter d'être le point haut, hein, c'est sûr. Et sinon, s'il y a de l'eau qui passe, par exemple, un canal ou une rivière, est-ce que la foudre elle tombe plus facilement sur le... Non. Dans ce coin-là? Non, pas du tout. C'est très aléatoire en fait. La foudre, elle n'a pas de prédisposition à part des points hauts en priorité, des arbres aussi. C'est pour ça qu'on demande de ne pas s'abriter sous un arbre quand il y a la foudre. Parce que les arbres adorent la foudre. C'est un vrai. Elle se régale la foudre. Dès qu'elle voit une forêt, elle tape dedans de toute façon. Mais après, tout ce qui est l'eau, moi j'ai déjà été au bord d'étangs, par exemple à Biscarrosse, Lac, pour ceux qui connaissent.
parce que Biscarrosse plage et Biscarrosse lac, c'est un grand lac à Biscarrosse. Et puis j'ai vu sur un orage que ça tapait 80% en dehors du lac. Donc en fait, l'eau n'a pas d'impact, on va dire, positif ou pas sur la photo. Après, perso, si vous faites de la barque sur le lac, il y a un orage, vous arrêtez de pagayer, quoi, vous vous couchez. Parce que, oui, là par contre, vous pouvez dire, là, pardon? Je dis, il vaut mieux pas, oui. Ah mais non, il faut savoir que dans l'air, je prends l'exemple, vous avez tous fait ça, la règle en plastique, vous frottez sur le pull, et le petit papier se soulève, il reste collé à la règle, vous voyez? Alors imaginez que le papier, c'est vous en fait. Vous êtes le papier, et quand vous bougez dans l'air, là, quand on bouge dans l'air, qu'est-ce qu'on fait? On fait de l'électricité, de la charge électrostatique, pardon. Et en bougeant de l'air comme ça, on crée de la charge électrostatique et on se charge involontairement. C'est pour ça qu'on dit aux gens, quand il y a de l'orage, il faut se recroqueviller, il faut serrer les jambes et pas écarter les jambes pour éviter de faire pour pas créer un arc en fait électrique. Donc du coup, on se fait en position fétale tout petit et sans bouger. Et comme ça, du coup, on ne crée pas de la charge électrostatique. Donc du coup, on ne pourra plus bouger. Il y aura de l'orage, on n'osera pas bouger, oui, c'est sûr. Ah mais non, il ne faut pas courir. Hein. Si vous courez, c'est clair que là, moi, je vous prends en photo. De loin. Ah oui, oui, exact. Non, non. Vous imaginez quand même qu'un cumulonimbus, donc le nuage d'orage, l'énergie dans ce nuage, c'est à peu près... Il faut savoir qu'un orage, il peut aspirer 700 000 tonnes d'air et absorber à peu près donc 8800 tonnes de vapeur d'eau. Je vous laisse imaginer quand même ce que ça fait en volume. C'est énorme. C'est énorme. Et après, le même nuage, il renverse à peu près sur la Terre, donc sur nous, sous forme de grêle, de neige ou d'eau, à peu près 4000 tonnes. Donc vous imaginez la puissance que ça a, c'est juste phénoménal. Quoi. Et là, il n'y a personne qui m'a posé la question, mais comment se forme la foudre? Il y en a qui savent? C'est des températures, non? C'est pas une histoire de... La différence de potentiel. Alors, pas tout à fait. En fait, lui, l'orage, il s'alimente en air chaud. L'air chaud est plus léger que l'air froid. On est d'accord, ça se dilate. Donc, dans le nuage, qu'est-ce que c'est un nuage? C'est de la vapeur d'eau, de la condensation. Donc, cette condensation, elle monte à haute altitude, mais elle va se transformer en cristaux de glace. Mais comme le cristaux de glace est plus lourd, qu'est-ce que ça va faire? Ça va redescendre. Et en descendant, ces cristaux de glace, ils vont s'entrechoquer avec les gouttelettes d'eau qui remontent. Et du coup, cet entrechoquage entre les deux va créer une charge électrique. Et du coup, ça va charger tout le nuage d'orage en électricité. Et c'est de là que va sortir, du coup, les éclairs et ensuite la foudre. Voilà, pour vous faire le schéma rapide. Donc, merci pour le coup. Avec plaisir. C'est clair. Ah bah oui, non, bah on en apprend plein, c'est super. Donc, bah moi, ça me fait du bien. Comme ça, moi, pour mes prochaines conférences, hein, je me mets bien. Là, je suis au taquet. Des fois, ça roule l'hiver. Il faut s'y remettre un peu dedans. Donc là, voilà. Donc, la photo que vous avez devant vous, vous voyez, c'est éclairé derrière. Donc, il n'y a pas de foudre à part entière. C'est vraiment, on va dire, de la charge intranuageuse dans l'orage qui fait que ça éclaire tout le paysage. Donc, ça fait un peu discothèque, mais la foudre ne tombe pas au sol. Et là, ce jour-là, en fait, quand c'est éclairé, qu'est-ce qui est apparu devant moi? Je ne sais pas si vous voyez, ça fait comme une soucoupe volante devant nous, avec une queue qui descend. Vous voyez? Alors ça, on appelle ça la base de l'orage. Il faut savoir qu'un cumulonimbus, c'est un orage ordinaire basique, mais il arrive des fois que ce cumulonimbus se transforme en supercellule. Donc ça, c'est le stade ultime de l'orage. C'est ce genre d'orage-là qui produit de la grosse grêle supérieure à 6 cm, qui produit des orages et des vents supérieurs à 130 km/h. Voilà, donc ça a bien un terme précis, c'est supercellule. Et ces supercellules, en fait, elles ont une caractéristique un peu particulière, c'est qu'un orage, lui, il suit le flux directeur. D'accord? Donc si le courant est au sud-ouest, nord-est, toute la perturbation va suivre ce courant. D'accord? La supercellule, elle, eh bien, elle va dévier de ce courant. C'est-à-dire que la supercellule, elle est tellement énorme, elle a tellement pris en fait on va dire, de l'air chaud qu'elle va être autonome. Et le fait qu'elle soit autonome, donc elle va créer un mésocyclone, d'accord? Et ce mésocyclone va tourner dans le sens aiguille inverse d'une montre et du coup va dévier du flux. Il faut savoir que la durée d'un orage moyen, c'est entre 30 minutes et 1h30
à peu près, en fin de journée. Et une supercellule, sa durée de vie, ça va de 2 heures à 8 heures. Quand on parle C'est des... beaucoup plus long, en fait. Hein. Ouais. Quand on parle des phénomènes Sevenol qu'il y a Alors, dans ta région, la région de Pascal, oui, est-ce que c'est sur la base de supercellules? Parce que bien souvent, c'est des phénomènes qui ne bougent pas, en fait. pas du tout, c'est encore autre chose. Ah, c'est Donc, il y encore a autre deux chose, types. d'accord. On a les épisodes Sevenol et les épisodes méditerranéens. Donc, il faut comprendre le terme méditerranéen, ce sont des épisodes d'orage qui sont stationnaires. Donc, on appelle ça des orages rétrogrades, donc qui se régénèrent sur place, sur tout l'arc méditerranéen en plaine. Donc, ça part de Perpignan, en passant par l'Aude, l'Hérault, le Gard, les Bouches-du-Rhône, et après le Var, Nice, tout ça, en remontant jusqu'à Vaison-la-Romaine, donc au sud de Carpentras, en basse vallée du Rhône. Donc, à peu près la hauteur d'Avignon, Pierrelatte, jusqu'à Pierrelatte. Ça, c'est les orages de type méditerranéen. Donc, c'est des orages qui sont spécifiques en automne. Donc, c'est les contrastes d'air chaud, d'air froid et de la température de la Méditerranée qui est supérieure à 25 degrés. Donc, du coup, il se forment des orages. Et souvent, on a un vent qui est contrarieur, c'est-à-dire un vent qui descend du nord en altitude et un vent chaud et humide qui remonte de la Méditerranée en basse couche. Donc, la rencontre entre ces deux courants d'air font qu'en fait, la masse nuageuse va se former sur place et est à même à se régénérer pendant 5 heures, 6 heures, 7 heures. D'où des quantités de l'ordre de 200 à 400 mm des fois en moins de 6 heures de temps, ce qui crée de grosses inondations. Voilà, pourquoi? Parce que les gouttes d'eau, comme elles sont beaucoup plus grosses sous ces orages, elles n'ont pas le temps de pénétrer dans le sol, donc elles dévalent sur le sol. Et il faut savoir qu'en automne, la végétation est en repos végétatif. Donc du coup, la terre n'absorbe plus, en fait, en automne. Donc d'où ces gros ruissellements et d'où ces fortes inondations. L'épisode Sevenol, c'est un petit peu différent. Il y a toujours cette histoire d'air chaud qui remonte de Méditerranée, mais il faut en fait qu'une petite dépression descende d'Irlande, longe la côte, donc du coup longe les Landes côté Gascogne, et vient s'isoler sur le nord de l'Espagne. Et en fait, cette petite goutte froide qui va se produire va faire remonter de l'air chaud, mais va faire aussi descendre de l'air froid par le nord de la France. Et en fait, le massif des Cévennes, qui culmine entre 1200 et 1500 mètres, en 1500 mètres, c'est le mont Égual qui est le plus haut, et le mont Lozère qui est derrière, qui culmine à 1699 mètres. Cet air chaud et cet air froid va faire que l'air chaud n'aura pas le temps de remonter et de se dilater parce que l'air froid va faire couvercle au-dessus. Donc en fait, les nuages ils vont bloquer contre le massif des Cévennes, et comme ils sont très lourds, ils ne peuvent pas monter. Donc en fait, on appelle ça un blocage orographique, et c'est ce qui va alimenter pendant des heures et des heures ces masses d'eau qui vont devenir après électriques avec l'air chaud en sous-couche qui va alimenter cet air froid en fait. Vous voyez? D'accord. Voilà, et donc du coup les épisodes Sevenol, c'est les plus dangereux parce qu'on peut avoir des quantités de l'ordre de 620 mm en moins de 6 heures. C'est ce qui est arrivé sur Anduze, je crois que c'était en 2018 à peu près. On a battu leur record horaire sur 1 heure de précipitation, on a réussi à avoir 174 mm sur 1 heure. C'est plus que la mousson en Martinique. C'est l'équivalent de ce qu'on peut trouver en Inde lors de la mousson. On donne à peu près un rapport. Donc cet orage-là, bien évidemment, il a fait monter les cours d'eau comme les Gardons et le Vidourle. Je crois que le Vidourle avait monté à 7,80 m à peu près en 3 heures de temps. Donc imaginez un lit qui est à 0 et 8 mètres quasiment de hauteur en 2 heures. C'est énorme, hein, c'est énorme. C'est à Sommières, là, où ça déborde tout le temps. Alors ça a débordé, mais là, ça fait 8 ans que ça ne déborde plus. Tant mieux. Les Sommièrois sont contents pour l'instant. Le Vidourle, pour l'instant, il n'y monte pas. Alors après, il faut savoir que c'est cyclique. C'est-à-dire que les épisodes Sevenol et méditerranéens, ce n'est pas chaque année. Il y a quand même des retours, des périodes de retour. En fait, ça suit un cycle. C'est-à-dire que souvent, ça commence par l'Espagne. Donc Valence, Barcelone. Ça remonte par les PO. Ça prend l'arc méditerranéen et ça va jusqu'au golfe de Gênes. Voilà. Donc, ce n'est pas toutes les mêmes régions qui ramassent à chaque fois. Ça tourne, en fait. Donc, Sommières, qui est sur le Vidourle, sur le lit du Vidourle, pour avoir une crue dans Sommières, c'est une période de retour entre 10 et 20 ans, à peu près. Mais ça peut arriver que des fois, sur 3 années d'affilée, il y a des inondations. Ça, après, c'est les aléas climatiques, et ça, c'est imprévisible, en fait. Donc, en fait, on ne fait que le subir. Voilà. Et là, il n'y a pas un monsieur, là, à droite, sur la colline? Non, c'est quoi? C'est le... À droite? Oui, non, c'est un mémorial, en fait. C'est un cimetière. Oui. Dans le nord de la France, il y a beaucoup de mémorials. Ah oui, donc il y a une et là, croix. c'était le mémorial de Los Anguel, qui se trouve à côté de Lens. Et en fait, ce que vous voyez, c'est juste une statuette qui est sur le chapiteau. Ah oui. Ouais. C'est mal placé.
Voilà. Bon, photo suivante. Ah, j'aime bien celle-là. Une photo que j'ai fait chez moi en Lozère, dans mon département. Donc là, alors ça, c'est ce qu'on appelle une photo composition. Voilà. Ça, c'est une photo. T'es où en Lozère? T'es où en Alors, Lozère? on est sur les pentes sud du mont Lozère. Donc, C'est sur la chaîne des D'accord. Bondons. Donc, c'est un plateau, la chaîne des Bondons, qui est au-dessus des Bondons, qui fait à peu près 30 km². Et c'est un plateau qui est granitique et à une altitude à peu près de 1200 mètres. Et là, l'orage que j'ai photographié, l'orage se trouvait au Puy-en-Velay, en Haute-Loire. Donc, une distance à vol d'oiseau à peu près de 60 km. Donc là, on voit bien que c'est un orage de type cumulonimbus avec son enclume caractéristique. Donc l'orage, il fait comme ça, en fait, vous voyez, il part en enclume. Donc ça, c'est caractéristique des orages de fin de soirée, de fin de journée en été. Alors pourquoi cet enclume? Comme je vous ai dit tout à l'heure, l'orage, il monte, mais à un moment donné, il ne peut pas aller trop haut. Il est bloqué entre 13 et 14 000 mètres d'altitude. Donc une fois qu'il arrive en haut de la stratosphère, eh ben, il fait une enclume, il s'étale. Il ne peut pas aller plus haut parce qu'il manque d'air, il manque des gaz, il manque beaucoup d'éléments pour qu'il puisse monter plus haut en fait. Et là, du coup, ce qu'on voit, c'est une foudre intra-nuageuse qui n'a pas touché le sol. Donc, c'est une foudre qui est dans la masse nuageuse. Et la chance que j'avais, c'est que à cette époque de l'année, on avait des ballots de paille. Donc, du coup, ça fait la super compo, quoi, en fait. Voilà. C'est-à-dire, il y a l'orage, mais aussi la composition qui est hyper importante en photographie. Photo suivante. Alors pareil, sur le même endroit, donc le plateau des Bondons, à part qu'on change de versant, là j'étais sur le côté est. Et en fait, un orage diurne, donc vers 15h, 16h, au mois d'août, et qui m'a gratifié de 2 foudres négatives. Donc vous voyez bien qu'ils sont ramifiés. Et Alors là, les deux impacts sont simultanés ou c'est ils sont multiplié? simultanés, ils sont simultanés, ils tombent en même temps. Et la distance, à peu près, hein, la distance, là, je suis à 2 km 800. Pour vous donner à peu près un ordre de grandeur entre la foudre et ma position. Donc ça a l'air loin, mais c'est pas si loin que ça, hein, 2 km 800. Ouais, non, c'est pas... On l'entend, hein, ça claque, hein, je vous promets. Surtout en montagne en plus. Et pourquoi on les voit bien, ces foudres? Parce que je ne sais pas si vous voyez, elles tombent à l'avant des précipitations et pas dans les précipitations. Donc du coup, la foudre est très nette et les ramifications sont très nettes parce que les précipitations, elles sont derrière. On voit bien le rideau blanc un petit peu là, derrière la foudre. Donc ça, c'est l'indication quand on photographie les orages. En général, il faut viser le rideau légèrement à gauche du rideau, légèrement à droite. Parce que la foudre, elle tombe souvent à gauche ou à droite du rideau de précipitation. Alors nous, on dit à gauche et à droite, mais en fait, c'est gauche-droite, mais à l'avant du rideau de précipitation. Photo suivante. Alors là, en fait, l'orage que je vous ai montré 3 photos avant avec le mémorial, que vous voyez, c'est l'orage qui s'est éloigné. Donc la supercellule qui s'est éloignée. Et en fait, en s'éloignant, on voit bien, je ne sais pas si vous voyez, la foudre positive qui tombe. Et au-dessus, on voit bien en fait l'enroulement. Si vous regardez bien, ça fait un rond. On voit bien l'enroulement. Ça, c'est la base de la supercellule en fait, qui fait un cône et qui fait un enroulement. Donc c'est très esthétique en général. Et puis moi, c'est le genre d'orage que je préfère à traquer, qui est très compliqué, mais par contre, voilà, c'est très foudroyant et c'est hyper esthétique en fait. Bon, c'est juste que là, le plan, il n'est pas top parce que je suis dans le Pas-de-Calais. Le Pas-de-Calais, c'est très plat. Donc c'est un peu compliqué à trouver des trucs un peu intéressants. L'avant-plan est un peu manquant. Oui. Ah bah oui, tout à fait. Bah là, j'étais prise de court. C'était une situation qui était hyper pluvieuse, donc j'étais trempe comme une soupe. L'appareil photo était hyper trempe. Donc c'était un petit peu chaotique, on va dire, comme trac à l'orage, mais bon, j'ai sauvé les meubles, quoi, on va dire. Puis là, j'étais à 2 km de la maison, donc bon, ça va. Photo suivante. Ah, alors là, on descend plus bas. Donc j'étais à côté de Vichy, dans l'Allier, dans le 03. Et puis là, c'était le matin. Donc orage matinal. Ça. Hop, pardon. Donc ça, c'est un orage matinal à 7h du matin. Donc il nous a réveillés dans la voiture, parce que nous, on dormait dans la voiture, en fait. J'étais avec un collègue, on était tous les deux. Puis il nous a fait sursauter à 6h10 du matin.
Il a duré une petite heure. Et puis, il nous a gratifié de cette magnifique foudre négative qui est tombée, là, par contre, à peu près 1 km, donc 1000 mètres de distance. Et elle est tombée derrière les arbres. Et puis là, ça a claqué, mais vraiment. Et là, du coup, j'étais en temps de pause. Comme c'était le matin tôt, je crois que j'étais à 4 secondes de pause, à f6.3 d'ouverture, sur... là, je crois que j'étais sur un 24 mm, mais en position verticale, pas en position horizontale. Ah, mais pourquoi est-ce que la photo, elle n'est pas verticale là? Ah, c'est mieux comme ça. Ah oui, merci, voilà. Je me Là, disais, il y a voilà, quelque vous chose voyez, qui n'allait vous voyez pas. elle est en portrait, voilà, elle n'est pas en paysage. Et en fait, vous voyez bien le temps de pause, hein. Vous voyez les phares de la voiture qui sont en bas, qui sont restés en fait pendant le temps de pause éclairés. Et la route, elle est blanche, c'est normal, oui? Enfin, ça fait des traînées. C'est les phares de la Ah oui, voiture oui. qui passaient. Ouais, c'est les phares de la voiture, ça, en fait. Ah, c'est les phares de la voiture qui font Ouais. ça? Tout à fait. Je crois que je la connais, cette photo. Hein? Je crois que je la connais, cette photo. Ouais, moi aussi. Je crois que c'est l'affiche du festival photo Oui. qui va venir. C'est ça. Et oui. Bon, allez, photo suivante, on va pas trop spoiler. Ah, celle-ci. Alors, toujours pareil, au département de la Lozère. Donc là, la partie de la ville qui est en bas, c'est la ville de Florac. Donc la sous-préfecture du département de la Lozère, qui se trouve à peu près à 540 mètres d'altitude. Et moi, j'étais sur le COS Méjean, qui surplombe la ville de Florac. Donc moi, j'étais à peu près à 1000 mètres d'altitude. Donc ça fait une différence de 500 mètres de haut. Et en fait, c'est un orage d'été au mois d'août dernier, donc c'était, je crois, le 17 août dernier, 2024, qui s'est formé sur place. Donc, fin de journée, grosse chaleur, air froid en altitude, paf, un petit orage qui se forme. Et là, c'était super beau parce qu'il n'y avait pas beaucoup de précipitations. Et puis, il y a une superbe foudre qui est venue à l'avant taper dans la forêt. Donc, voilà, le genre de photo qui est superbe avec un plan qui est magnifique. Et c'est assez rare de faire ce genre de photo parce qu'en général, les orages d'été, dès qu'ils ont pris en fait de l'espace, il pleut automatiquement dans tous les sens. Donc vous avez à peu près un timing entre 15 et 20 minutes pour essayer d'avoir de la foudre qui tombe à l'avant avant d'être pris dans les précipitations. Je crois que c'est ma plus belle photo d'orage que j'ai faite en Lozère en 15 ans. En journée. Pour vous dire, hein, le ratio, il est... Oui, alors, j'ai oublié. Sur l'année, je fais à peu près 200 000 déclenchements. Je vous donne à peu près un ordre d'idée. Dans mon boîtier, il ramasse. Sur 200 000 déclenchements, je vais en garder 3000 de photos. Et sur les 3000, je vais en garder 3 pour une expo, quoi, à peu près. 3-4. Donc, vous imaginez que d'une année à une autre, en fait, pour moi, c'est impossible de faire une expo orage, quoi. Si j'en fais une, il faut qu'elle dure au moins 3-4 ans. Et après, je la renouvelle pour en faire une autre. Donc, à peu près entre 15 et 20 tirages en expo. Ah ouais, c'est plus chiant que le paysage. Ça fait beaucoup de tri de photos, hein? Énormément de tri de photos. Mais ça, c'est le problème de la traque aux orages. Par contre, quand vous avez des photos, vous avez des photos. C'est unique, en fait, hein. L'avantage, il est là. Il n'y en a pas deux qui feront pareil que vous, quoi. Puis, il faut savoir que, imaginez, vous visez des monuments, alors, hors Tour Eiffel, d'accord, parce qu'on triche avec la Tour Eiffel. Le partenaire, il est énorme. Mais si on prend un monastère, si on prend les arènes de Nîmes, par exemple, ou le pont du Gard, il faut savoir que la foudre, le durée de retour de foudre sur le pont du Gard ou sur le viaduc du Garabi dans le Cantal, c'est 150 ans. Donc, si vous avez une foudre qui tombe sur le pont du Gard, bah, vous serez décédé d'avoir la deuxième foudre. Et pour l'instant, le pont du Gard n'a jamais été pris en photo sous la foudre. Donc, vous imaginez que, bien sûr, j'ai travaillé dessus chaque année. À chaque fois, je loupe parce que ça passe à côté. Mais le jour où la photo, j'arrive à la voir, bon, ben, ce sera la seule photo qui existera dans l'humanité de notre existence à nous, quoi, en fait. De notre vie à nous. Peut-être que dans 100 ans, une autre personne arrivera à le faire. Je le souhaite. Donc, c'est ça aussi qui est bien dans la traque aux orages. C'est que quand vous allez faire une photo de foudre, suivant le monument qui va se faire frapper, il faut bien se dire que vous allez être acteur de ça, témoin de ça, et surtout la seule personne à l'avoir photographié. Donc, c'est quand même, on va dire, une jouissance personnelle, et c'est quelque chose qu'on a envie de partager du coup au grand public. Parce que c'est, imaginez le château de Chambord qui s'est foudroyé. C'est le truc, voilà, on a envie de la montrer la photo. C'est tellement rare, c'est une rareté. Alors oui, c'est sûr que la foudre, ça fait des dégâts. C'est pas forcément très positif, on va dire, mais c'est aussi une trace ou un témoin du passé qu'on va laisser en termes de photo. Donc c'est une photo qui sera, même si nous on n'est plus là, elle va continuer à tourner la photo.
C'est ça qui est intéressant. On laisse quand même une trace. Et le viaduc de Millau, oui, non? Alors lui, le viaduc de Millau, non. Lui, il s'est foudroyé régulièrement. Chaque année, il s'est foudroyé parce qu'il y a des paratonnerres sur chaque pile. Et comme il y a 7 piles, bah, ça fait 7 chances de se faire foudroyer. Donc en fait, c'est pas une rareté. La rareté, c'est de l'avoir en photo. Parce qu'il pleut tout le temps à Millau. Donc du coup, quand vous l'avez, c'est hyper compliqué. Mais non, chaque année, la foudre tombe sur le viaduc de Millau. Photo suivante. Wow. Eh bien, tiens, on parlait du Cantal. Là, de la Haute-Loire, pardon. Eh bien voilà, le Mont Mézenc, en fait, il est à droite. Le Mont à l'Ambre, derrière moi. Et en face de moi, je crois qu'ils appellent ça le bec de l'Aigle, qui culmine à peu près à 1500 mètres aussi. Et là, pareil, photo simultanée à 1/13e de vitesse. J'ai 1, 2, 3 foudres qui tombent en triangle, en fait. Quasiment un triangle isocèle. Donc là, ouais, super photo. Je ne m'attendais pas à autant. Et bon, c'est ce qu'on appelle les aléas de la nature. Ça, on ne peut pas décider combien il y a de foudre qui va tomber. S'il y en a plusieurs en même temps, une seule en même temps. Ça, tout dépend après, on va dire, la teneur de charge de l'orage. Tout dépend de la grosseur de l'orage, la température qu'il y a au sol. Et là, comme on peut voir, eh ben, vous voyez, on a 2 points hauts et la foudre, elle tape partout sauf sur le point haut. Ouais, c'est ça qui est étonnant. Elle tape dans un ballon, elle tape derrière le point haut de droite et au milieu, elle tape en fait sur un pré qui est légèrement bosselé, mais pas sur les arbres qui sont plus hauts, dans le pré. Donc en fait, elle tape sur des clôtures de pâture en fait. Et à l'arrière, il n'y en a pas un de plus? On dirait qu'il y en a un autre. Eh ben non, c'est le traceur secondaire de l'arc principal en fait. Voilà, si vous zoomez, oui, d'accord, je vois. voilà, Oui. c'est juste le traceur qui, en fait, il va chercher une connexion au sol, sauf qu'il n'a pas trouvé, du coup, il n'y a plus de connexion au sol. Ça peut arriver. Et c'est un traceur descendant. Des fois, on peut avoir des traceurs ascendants. C'est-à-dire que la foudre, elle tape et il y a un traceur qui sort de la foudre. Mais sans connexion avec le traceur principal. Vous voyez, c'est super intéressant. Hein. Oui, Ah ouais, oui. tout à fait, oui. Photo suivante. Wow. Ah, alors là, nous sommes en Corrèze. Une photo que j'ai faite l'année dernière. J'étais sur le mont Bessou. Alors, le mont Bessou, c'est la colline, on va dire, la petite montagne, la montagne la plus élevée de la Corrèze. Donc là, on est à 1000 mètres d'altitude précisément. Et en fait, quand on arrive sur ce sommet-là, il y a une tour panoramique qui fait 45 mètres de haut, en bois, avec un abri en haut. Et nous, on était en haut de la tour avec les appareils photo. Et il faut savoir que là, l'orage, il a duré de minuit jusqu'à 7 h du matin, non-stop. On s'est pris 3 vagues orageuses avec des rafales à 117 km/h. Et on était en haut de la tour qui bougeait comme ça. Avec des temps de pause de 4 secondes pour ne pas avoir de feu de bouger sur la forêt. Je vous dis, mais là, c'était des conditions pourries. J'étais en kawaii, il faisait 10 degrés, je me l'ai caillé toute la nuit. Mon pote à côté, il était en PLS, il était vraiment pas bien. Et là, on a eu cette foudre. Je crois que c'est la première du genre que j'ai. On se croirait au football, vous savez, pour les footeux, ça fait cage de foot en fait. Ouais. Et on a réussi à mesurer la distance. Et là, c'est intéressant. Entre le point d'impact à gauche et le point d'impact à droite, il y a exactement 80 km. Vous imaginez? Magnifique, hein? Alors, ça, et en fait, la foudre, elle part du milieu, c'est-à-dire du point central, c'est le milieu. Là, vous voyez les petites ramifications qui sont dans la masse nuageuse. Et en fait, elle est partie comme ça. Paf. Comme un cœur, mais comme ça, en cage de foot. Et ça tapait simultanément au même endroit, quoi, en fait. Et là, la photo, elle était faite en pleine nuit, c'est-à-dire que le paysage est complètement éclairé par la foudre. Alors, la photo, je crois qu'elle a été faite vers 3-4 heures du matin. Ça, c'est impressionnant. Ah bah oui. C'est pour ça que les réglages, c'est hyper important, en fait. Ah bah, tu m'étonnes. On est sans arrêt en train de le régler, le boîtier, parce que ça peut taper à 6 km comme ça peut taper à 200 mètres. Donc, l'intensité n'est pas la même. Eric, il y a une question d'Eric, je crois. Oui. Il y a Eric qui voulait poser une question. Non, je me suis trompé sur les boutons. Désolé. Ah. Désolé. Tant pis, Eric, hein, c'est toi qui pars à l'apéro. La prochaine. Bon, photo suivante. Ah, il y en a qui connaissent cet endroit ou pas? Ah, non, La Charente-Maritime, est-ce qu'elle connaît ce coin ou pas? Maggie. Je suis étonnée par la dune qui est derrière, mais je sais pas, non, je sais pas où c'est. Alors, nous sommes à Biscarrosse. Biscarrosse plage. Oh, les Charente-Maritime, elles vont jusque là-bas? Non, pas très loin. Faut passer Bordeaux. Faut
pas, c'est Royan, c'est en dessous de Royan. J'allais dire, ma géographie est à revoir sinon. Non, pas tant. Non, je vous charrie. Mais par contre, c'est l'océan Atlantique. On est sur l'océan, là, quand même. Hein. Ah bah oui, mais là, il y a quand même des chances de savoir qu'on est sur l'océan Atlantique. Ça va de la Bretagne jusqu'en bas. Alors, c'est sûr Et ça, c'est une photo que j'ai fait pendant mes vacances, au mois d'août. Comme même pendant les vacances, on peut allier vacances et orage. Et c'était le matin, vers 7h30 du matin. Donc pareil, là, j'étais en temps de pause. Je crois que j'étais à 4 secondes de pause. Et en fait, il y a un orage qui est remonté par la côte basque, donc par Biarritz, qui longeait la côte. Et puis en même temps, on a eu 1, 2, 3, 4, 5 impacts de foudre sur l'océan. Voilà. Comme quoi, on peut en avoir plusieurs. C'est pas forcément un impact de foudre, c'est pas une foudre. Ça peut être plusieurs foudres en même temps. C'est pour ça que je vous dis, les orages, c'est très aléatoire en fait. On ne sait jamais à l'avance ce qui peut tomber, quoi. Voilà. Photo suivante. Ah, Et bien voilà, on parlait du viaduc de Garabi, dans le Cantal. Donc, le cours d'eau, le lac qui est en dessous, c'est la Truyère, pour ceux qui ne connaissent pas. Et la prise de vue, je l'ai faite depuis l'autoroute A75. Donc, il y a une aire de repos où on peut s'arrêter en voiture. Et il y a un parapet en béton où on peut monter dessus avec le trépied. Et puis, du coup, j'en ai profité. Et je crois que c'est la première fois. Ça fait 20 ans que j'essaye d'avoir la foudre sur Garabi. J'ai jamais réussi à l'avoir sur le viaduc. Mais là, par contre, je l'ai eu derrière. Bon. Et une foudre qui est un petit peu atypique parce que ça part sur une foudre en fait positive et finalement une foudre positive qui est ramifiée. Donc c'est un peu particulier. J'ai jamais eu ce type de foudre auparavant. C'est une première du genre. Et du coup, cette photo, elle est chez Météo France à Toulouse pour un petit peu étudier le phénomène. Pourquoi on part sur une foudre positive, mais qui est, on ne sait pas si elle est positive et négative. Alors maintenant, on le sait parce que je vous ai expliqué comment chez Météo France, en fait, il y a une succursale qui s'appelle Météo Orage, qui se trouve à Strasbourg. Et Météo Orage, en fait, ils ont des capteurs dans tout le pays. Et ces capteurs, quand la foudre elle tombe, en fait, le capteur, lui, il sait où elle tombe, il enregistre son intensité. Donc l'unité de mesure, c'est du kilopascal, négatif ou positif, si la foudre est négative ou positive. Et du coup, c'est comme ça qu'on peut savoir, en fait, qu'on peut quantifier l'énergie qu'il y a dans la foudre qui a touché le sol. Donc là, pour cette foudre-là, eh bien, du coup, c'est une foudre négative. Alors que moi, je pensais au départ que c'était une foudre positive. Mais en fait, Météo France m'a confirmé que c'était une foudre négative qui était vraiment hyper puissante. Donc, une rareté. Il faut savoir qu'une foudre négative, c'est entre 30 et 40 kilo pascal d'ampère, en fait. Donc, c'est kiloampère de kilopascal. Je m'embrouille, hein, excusez-moi. Ka, c'est kilo-ampère. On ne parle plus d'ampère, mais de kilo-ampère. Donc là, cette foudre négative a atteint, je crois, 43 kA. C'est un des records depuis ces 30 dernières années, quoi. La moyenne d'une foudre négative, c'est entre 8 et 18 kA. Sur des tensions, sur des voltages de quelle valeur à peu près? Oula, alors là, en voltage, je crois que j'ai une échelle de conversion. C'est des ampères, non? Les ampères, c'est l'intensité. Le voltage, c'est ce qui permet, quand tu multiplies l'intensité par le voltage, tu sais quelle est l'énergie qui est dépensée, en fait. Ou qui est, en moyenne, c'est 50 000 ampères. La moyenne d'une foudre, c'est 50 000 ampères. On peut monter jusqu'à 120 000 ampères. Non, volts plutôt. C'est positive. En volts, on doit être sur du facilement entre 500 000 et 800 000. Ah oui, d'accord, ok. Oui, donc ça fait beaucoup d'énergie. Ah, c'est pas du 100 000 de chez RTE, hein, on est sur autre chose. Là. Non. On peut monter même. Ah ouais. Après, on a des types de foudres positives qu'on appelle des superbolts. Et je crois que les superbolts, on arrive à 1 million, 1,3 million. Par contre, c'est très rare. Hein. C'est 1% de la foudre qu'on peut retrouver en France par an. Donc 1%, ça fait peut-être 3-4 superbolts à l'année. Mais tant mieux, c'est très bien, parce qu'un superbolt, ça vous détruit tout. Hein. Ça doit faire des sacrés dégâts. Ouais. Ah ouais, mais c'est très rare par contre. C'est hyper rare et puis tant mieux. Vraiment tant mieux. Pour l'instant, je n'ai pas eu en photo et puis moi, ça m'arrange au final. De toute façon, un superbolt, j'ai un copain. Si aux États-Unis, j'ai fait une photo d'un superbolt, mais la photo, je ne l'ai pas parce qu'en fait, j'étais, pour vous donner une idée, j'étais à ISO 50 à 1h du matin. Donc sans éclairage en pleine cambrousse américaine, donc sur une dirt road, donc c'est un chemin en terre en fait, avec des champs de céréales partout. J'étais à ISO 50, à F16 de fermeture, temps de pause, j'étais je crois à un 5e. Et ben c'était tellement intense que ma photo est blanche. Ouais.
Donc là, Moi, j'avais je ne peux pas faire mieux. Après, c'est compliqué. Voilà. Oui. ouais, moi, j'avais une question sur cette photo. Elle est magnifique. Il y a des super nuages. Est-ce Oui. que les nuages qui sont là, c'est uniquement des cumulimbes ou il y a d'autres sortes de nuages qui Alors, peuvent créer ce genre d'orage? oui, bien sûr. Il y a plusieurs types de nuages. Il y a les cumulonimbus, les supercellules. On a les cumulus congestus. Oui, Donc, les cumulus congestus, en général, c'est les gros champignons que vous voyez d'accord. l'été. Et après, il y en a des fois qui ont un chapeau dessus, qui est tout lisse. Oui, Et ça, on appelle ça des cumulus pileux. Donc, ce sont des nuages d'orage. En général, il y a 4 sortes, voire maxi 5 sortes de nuages qui peuvent produire de la foudre, en fait. Pas plus. C'est une question après d'altitude, de courant et de masse d'air. Des pressions anticycloniques ou alors sous l'effet de marée barométrique. C'est-à-dire qu'en fait, un marée barométrique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'anticyclone, il n'y a pas de dépression. On est sur une valeur. Il faut savoir qu'à l'époque, l'unité de mesure, c'était des millibars. Maintenant, on est en hectopascal. Donc, la pression moyenne, c'est 1015 hectopascal à peu près. Donc, anticyclonique au-dessus de 1015 hectopascal. Dès qu'on a 1000 hectopascal, on est en dépression. Donc, le marée barométrique, en fait, c'est entre 1003 hectopascal et 1010 hectopascal. Là, c'est un marée barométrique. Et souvent, quand l'air chaud et l'air froid se mélangent là-dedans, ça produit beaucoup d'orage. Mais ce n'est pas d'accord. forcément des cumulus, c'est souvent des cumulus congestus. D'accord. Et l'extension des nuages Oui. verticale, Oui. ça peut monter jusqu'à combien? Alors, la moyenne, c'est 12 mm pour les cumulonimbus et on peut monter jusqu'à 16 mm. D'accord. Aux États-Unis, par exemple, on arrive même jusqu'à 16 500 mètres, je crois, de haut. Et la superficie d'une supercellule américaine, on peut atteindre des 600, voire 800 km². À peu près. Impressionnant, oui. Voilà, quand c'est une supercellule. Quand c'est des fronts orageux, les fronts orageux, quand ils balayent d'ouest en est les grandes plaines, il faut compter, c'est 3000 km de long sur 600 km de large. Oui, c'est impressionnant. Voilà. En France, si je dis pas de conneries, en France, je vais vous dire, je crois qu'on a battu un record, c'était l'année dernière, à Dijon. Il faut juste que je retrouve les chiffres, que je ne me rappelle pas de bêtises. Je dois les avoir là. Ah ben tiens, non, je vais dire. Comme quoi, c'est bien d'avoir le papier sur la main, des fois, ça peut aider. Alors, c'était une supercellule orageuse qui est née, en fait. Alors, moi, je l'ai traquée, celle-ci, d'ailleurs. Je crois qu'on va la voir tout à l'heure après en photo. Bah, attendez, on va faire photo suivante, comme ça, je vais peut-être l'expliquer, ça sera mieux. Ah non, c'est pas celle-là. Bon, je vais les garder pour la fin, ça sera le meilleur. Ouais, comme ça, je vous fais l'explication après. Merci. Alors là, du coup, toujours pareil, c'est à Biscarrosse en pleine nuit, donc vers minuit, 1h du matin. Et là, ce qui était intéressant, c'est que sur la photo, on voit l'orage qui se déplace de gauche à droite, d'accord? Et on voit le vent à l'arrière. Vous voyez, les précipitations, elles font comme ça. Mmh. Ça fait une espèce de vague inversée. Et en fait, ça part dans ce sens. Et du coup, on voit bien que le vent, il pousse de droite à gauche et l'orage lui remonte. Et puis, du coup, bon, ça, c'est un orage d'été traditionnel qu'on trouve au bord de l'eau, quoi. Donc, perturbation qui rencontre de l'air un peu plus chaud. Et puis, ça crée, du coup, des masses d'air orageuses en nocturne. Et puis là, on voit, il y a 1, 2, 3 foudres. Donc, il y a 2 foudres assez proches et une troisième qui part au loin. Alors ça, par contre, pourquoi ça part au loin? C'est une question de charge, de dipôle, en fait, dans l'air. Donc, la charge électrostatique qui crée des dipôles et qui fait le circuit, en fait, de la foudre. Mais ça, on ne peut pas le prévoir, c'est impossible, en fait. C'est pour ça que chaque orage a une signature bien particulière et qu'on ne peut pas reproduire, en fait. Photo suivante. Donc là, on est en Lozère, sur le secteur de la Margeride, donc sur le nord de la Lozère, donc qui est beaucoup plus plat, en fait. Et en altitude, on est à 1500 mètres, à peu près. Et là, pareil, c'est un orage de fin de journée, vers 5 h du soir, qui est né sur place. Qui a duré pas longtemps, il a duré 15 minutes, pas plus. Mais ça a suffi à faire 2 belles foudres négatives en simultané de chaque côté. Puis voilà, ça fait un truc sympa, avec un paysage un peu désertique en avant-plan. Mais bon, là-haut, c'est assez désertique à cette altitude, il n'y a pas grand-chose. C'est très steppe, on va dire, avec quelques sapins, et puis voilà. Et les couleurs, je précise que ce sont les couleurs naturelles, par contre.
Donc c'était vraiment assez bleuté, bleuté verdâtre. Alors souvent l'orage, quand il prend cette couleur, cet aspect verdâtre bleuté, c'est souvent signe de grêle, en fait. Voilà. Quand vous voyez qu'un orage il arrive, que c'est un peu bleuté, un peu verdâtre, il faut partir vite et garer la voiture à l'abri parce que souvent c'est signe de grosse grêle dessous. Voilà. Ah ouais, tiens, moi j'avais plutôt remarqué que c'était des couleurs jaunâtres quand il y avait la grêle qui arrivait. Pas forcément. Le jaunâtre, c'est la poussière qui est soulevée à l'avant. D'accord. Photo suivante. Alors là, on est sur le massif du Mont Lozère. Donc le plus haut massif du département de la Lozère. Donc le Mont Lozère, c'est un massif qui culmine à 1699 mètres, qui fait à peu près 48 km de long sur 24 de large. C'est un beau petit massif granitique et ferreux. Donc la foudre, elle adore ce massif. Quand ça tape, ça se régale dans tous les sens. Il faut savoir que quand la terre est ferreuse, ça attire la foudre. Donc souvent, il faut savoir que sur le massif du Mont Lozère, à l'époque, il y avait on appelle ça, des mines de bauxite. Donc on extrait pendant des années de la bauxite. Donc il y a un minerai qui attire la foudre. Comme le granit d'ailleurs, le granit qui est ferreux aussi attire la foudre. Donc du coup c'est un massif qui est sympa parce que souvent l'été quand ça claque là-haut, on fait des super trucs. Et là, alors vous allez voir, c'est des types de foudre, on appelle ça de la foudre rampante. Oui. Donc c'est une foudre en fait qui ne touche pas le sol et qui rampe sous la base de l'orage. C'est très esthétique, c'est super joli. Après c'est assez traître parce que ça rampe, mais des fois ça peut taper un peu plus loin. Ça ne prévient pas. Par contre, la foudre rampante sous les orages, ce qui est bien, c'est que ça peut parcourir en général entre 15 et 20 km en ramification. Donc en fait, ça crépite sous la base de l'orage sur une quinzaine de kilomètres. Donc c'est hyper esthétique et c'est une foudre qui n'est pas très rapide. Du coup, à l'œil nu, on voit les ramifications qui naissent et qui font comme une branche d'arbre en fait. Donc c'est vraiment esthétique, c'est assez sympa. Mais il n'y en a pas beaucoup, c'est pareil. Oui. Ta photo est super. Hein, ah ben merci. Ah ouais, ça c'est un spot ça fait une quinzaine d'années que je vais là-dessus. J'ai jamais rien eu. Puis ce soir-là, petit orage local qui s'est formé à 1h du matin, un tout petit orage, et qui a, avec la composition, en fait, la route était mouillée, du coup la route m'a servi de plan, en fait. Donc, du coup, j'ai pu régler mon appareil photo, parce qu'en fait, je me suis imaginé que s'il y avait de la foudre qui passe au-dessus, ça va éclairer la route automatiquement. Du coup, j'ai pu régler mon appareil photo. Et grâce à la route, je peux ressortir mon premier plan hyper clair, hyper net. Et sans bruit numérique. En termes de balance de blanc, tu restes en automatique ou tu la bloques à une valeur? Non, moi, la balance de blanc, je laisse en automatique. Il y a Photoshop qui se charge du reste pour pouvoir faire après le retraitement derrière. Ok. C'est beaucoup plus simple. D'ailleurs, cette photo, elle sera exposée. Voilà, je vous le dis. Ah, très bien. Elle est très belle. Vous la verrez, c'est à moi sur scène. Oui, elle y sera. Photo suivante. Alors là, on part en Oklahoma, donc dans le lieu des tornades. Et puis là, cet orage, c'était un énorme orage supercellulaire qui s'est formé à 2h de l'après-midi. Donc je peux vous dire, avec un plafond très bas. C'est-à-dire que la base de l'orage, elle était seulement à 1000 mètres au-dessus de notre tête. Donc c'est très peu, à 1000 mètres, c'est vraiment pas beaucoup, quoi. Et en fait, j'étais en train de photographier l'orage. Et le collègue avec qui j'étais, je lui ai dit, attends, la route, franchement, elle est super. Je vais essayer de faire un premier plan avec la route au 14 mm. Donc, cette photo a été faite à l'ultra grand angle, au 14. Et en fait, je prenais le panneau stop qui est en face de moi, que vous voyez, pour ceux qui le voient. Et en fait, j'ai une foudre internuageuse, en fait, donc, qui rampe sous le nuage, qui est sortie parallèle à la route. Ce qui fait que cette photo, en fait, elle a un point de fuite qui est juste, et une dynamique juste extraordinaire, quoi, en fait. Le genre de photos que j'aimerais faire tous les week-ends. Mais c'est pas possible. C'est compliqué d'avoir ça. Voilà. Donc, elle est superbe. Hein. Elle est superbe. Ouais, merci. Ben, cette photo, elle a été sélectionnée à Montier en 2022. J'ai eu de la chance d'avoir fait Montier en partie grâce à ce genre de photos-là, qui sont, pour moi, c'est des raretés, quoi. C'est très rare d'avoir une photo avec une foudre qui longe le parallèle de la route. Ça vous fait un point de suite. Il manquait juste un semi-remorque américain au milieu, c'était super. La compo de rêve, là. C'est ce que je voulais, mais manque de chance, il y avait un accident plus loin, du coup, ils avaient coupé la route, les flics. Alors, il n'y avait rien. Il n'y avait que nous. Voilà. Photo suivante. Mais la photo, vu la route vide, c'est sympa aussi. Hein. Ah, bah, c'est pas mal. Ouais. Alors, celle-ci, c'est ma préférée. C'est celle qui fait, en fait, la couverture de mon livre, Traqueuse d'orage. Elle est magnifique, celle-là. Oui. Elle est unique, surtout.
C'est, je crois, la seule que j'ai faite de ma carrière et que bah, j'espère en faire une deuxième un jour avant que je décède. Mais je pense que ça va être compliqué. Donc, il faut savoir que j'étais sur une dirt road, donc c'est une route en terre. C'est ce qu'on appelle ça comme ça aux États-Unis. Donc, les routes en terre, ce sont des dirt road. Et là, on était dans l'Arkansas. Pas le Kansas, mais l'Arkansas. Et pareil, là, c'était 18h ou 19h, mais l'orage était tellement énorme. Je crois qu'il faisait 400 km² l'orage. Donc, du coup, il faisait nuit quasiment à 4h de l'après-midi. Et à un moment donné, je ne regardais pas en fait. L'appareil photo, il était enclenché avec la télécommande, il prenait. Et j'ai mon collègue qui me dit putain, j'ai vu un truc au milieu de la route. Je fais ah bon. Du coup, j'arrête l'appareil, je regarde. Et je fais oh putain, ah ouais. Bon, je dis attends, on va aller voir quand même. Hein. Puis en fait, en zoomant la photo, vraiment, l'éclair, la foudre tape vraiment sur la dirt road en fait. Sur la côte, au sommet, elle tape au milieu quoi. Même pas décalée dans un fossé. Et du coup, j'avais recherché sur Internet des photos similaires, mais des vraies photos, hein, pas des montages IA, tout ça. Et je crois qu'on n'est que deux pour l'instant, je crois, ouais, avoir fait ce genre de photos. Donc du coup, bah ouais, c'est un peu ma fierté personnelle parce que c'est vraiment la première fois que je fais une foudre qui tombe au milieu de la route. Et puis là, le plan, il est juste magnifique en fait. On se croirait dans un film d'Agatha Christie, et en fait, non. C'est du réel, quoi. Et puis même le ciel en haut, là, c'est joli. Ouais, ah ouais, mais c'est magnifique. Et puis, c'est une photo qui a été débattue aux États-Unis parce que je l'avais mise sur les réseaux sociaux américains. Et puis, je m'étais fait un petit peu déglinguer par les médias français et américains qui me reprochaient que cette photo n'était pas réelle. Donc, un jour, ce que j'ai fait, j'ai pris la capture d'écran du RAW, du RAW en fait, avec tous les exifs, et je leur ai balancé le RAW. Puis là, ben, ça a calmé tout le monde en fait. C'est malheureux de se justifier à ce niveau-là de la photo, mais bon. Bah, le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a tellement de photos bricolées qu'effectivement, les gens ont tendance à douter de tout, quoi. C'est ça, exactement. Donc, du coup, voilà, c'est une photo qui a été certifiée conforme par les Américains. Et puis, voilà. Et petite fierté, parce que je crois qu'elle avait fait, alors pas la une, mais je crois en page 3 ou page 4 du New York Times à l'époque. Donc, c'est bien. Bah oui, très bien. Petite fierté personnelle, voilà. Photo suivante. Ah, là, on se rapproche. Donc là, on est sur le secteur de la Grande Motte. Pour ceux qui connaissent, dans le département de l'Hérault. Donc, c'est la route des plages qui traverse en fait. Elle n'est pas vieille la photo, parce que le pont, ça fait pas très longtemps qu'il est en circulation comme ça. Ah bah oui, ah oui, je sais. Je l'ai faite en 2017, la photo. Donc, le pont, en fait, il est en construction. Ah oui, parce que... Voilà, au-dessus du canal de Renasset. Ouais. Oui, oui, je vois très bien. Et d'ailleurs, vous voyez le bus qui passe à côté. Avec le temps de pause. Ouais. Et c'est un bus, la marque, je crois qu'elle est même marquée, mais bon, je ne peux pas zoomer. Ah, quoi que si, attendez. Ah, je peux zoomer, moi. C'est Pascal, les bus Pascal, voilà. Pascal. Comme quoi. Voilà. Et en fait, et ben là, c'était le matin, donc vers 5h45, 6h du matin, et j'étais au 14 mm. Et en fait, je ne sais pas pourquoi, je visais le pont, et j'ai dit à un collègue, tu vois les piquets sur le pont, oh, je suis sûr que ça va taper à côté. Ah ben, ça va le Voilà, grosse foudre négative qui nous a bien réveillés, parce qu'elle est tombée pas loin. Il faut savoir que je suis au 14 mm plein format, donc là, c'est une foudre là qui tombe à peu près à 250 mètres de distance, 300 mètres maxi. Quoi. Parce qu'en fait, on n'a pas le haut de la photo, mais sur d'autres photos, en fait, ça passe au-dessus de notre tête carrément. Donc, on n'a pas trop l'impression parce que c'est à plat, en fait. Mais si on prenait en 3 dimensions, ouais, c'est le genre de foudre qui fait peur. Là, celle-ci, on n'est pas tranquille quand même. Photo suivante. Alors là, on est aux États-Unis, à Sioux City. Sioux City, ça se trouve dans l'Iowa, donc la partie est américaine. Et là, pareil, j'étais fermé, je crois, à F14 ou F16, parce qu'elle est légèrement cramée, la photo. J'ai essayé de la récupérer comme je pouvais. Et là, ça a été une énorme foudre négative, donc ramifiée, qui est tombée en 4 impacts simultanés, et la distance 90 mètres. Ouais, là, c'est très très proche. Et puis, quand ça a tapé, il y a tout qui s'est éteint. Ça a fait une grosse gerbe en fait. Ça a tapé un climatiseur au-dessus du restaurant chinois. Et donc, du coup, ça a tout fait disjoncter tout le quartier pendant à peu près 20 minutes, une nuit. Puis celle-ci, la détonation, c'est comme si on tirait au fusil à pompe à 3 cm de vos oreilles. Quoi. On avait les oreilles, ça bourdonnait pendant 10 minutes. Quoi.
Et là, c'est impressionnant parce qu'il faut savoir que la foudre, quand c'est supérieur à 100 mètres, vous voyez tomber la foudre, il y a le bruit qui vient. Mais quand on est inférieur à 100 mètres, c'est d'abord le bruit, la foudre après. Là, vous savez que vous êtes dans la dead zone. La dead zone, ça veut dire la zone mortelle. La zone où on peut se faire foudroyer, quoi. Là, on est vraiment très très proche. À moins de 100 mètres, ça devient vraiment très dangereux, quoi. Photo suivante. Bon, là, c'est chez moi, à Béthune, la ville de Béthune, avec la place du Beffroi qui a été restaurée par Stéphane Bern il y a 3 ans. Donc, avec un magnifique beffroi. Et puis là, on était sur une supercellule orageuse. Donc, supercellule qu'on reconnaît bien la caractéristique. Là, où il y a, au niveau de la foudre, vous voyez, ça fait une patte d'oie. Voilà. Donc, c'est la caractéristique des supercellules, cette espèce de patte d'oie. Et cet orage-là, en fait, 4 km plus loin, sur le village de Lettrem, il aura causé une tornade de type F1, donc avec des vents entre 120 et 140 km/h. Mais il n'y a pas eu de gros dégâts. Ça a été quelques arbres déracinés et des toitures un petit peu, on va dire des tuiles envolées. Photo suivante. Ça se passe de commentaires. Je ne vais pas en dire plus. Donc une foudre positive qui tape la tour Eiffel. Du coup, le paratonnerre de la tour Eiffel. Il faut savoir que ce n'est pas rare. La tour Eiffel reçoit de la foudre en moyenne entre 5 et 6 fois par an. Une bonne moyenne. Pour la simple et bonne raison que le paratonnerre, il est quand même assez grand. Et puis, comme ça sert de tour de télécommunication sur le sommet. Oui, il y a surtout une antenne et une transmission qui doit. C'est ça, il y a TDF qui fait partie de là-haut, en fait. Donc, du coup, c'est un aimant à foudre, quoi. C'est juste le lieu où il faut être, quoi, pour photographier. Et la photo, du coup, je l'ai prise depuis la place du Trocadéro. Et voilà. Et donc, du coup, pour cette année, j'ai un nouveau projet. C'est de me mettre sous la tour Eiffel au 14 mm et de refaire la même. avec une vue d'en haut, en fait, d'en bas vers le haut. On va attendre combien de mois, comme ça, allongé sur la tour Eiffel? Non, alors à la foudre sur la tour Eiffel, le plus de chances d'en avoir, c'est le mois de mai. Le problème, c'est que maintenant, tu peux plus trop faire ça la nuit, parce que comme ils ont mis une palissade en verre tout autour pour éviter les terroristes, c'est difficile. J'ai une autorisation de la mairie de Paris. Ah, ça aide. Ça aide. Donc en général, moi j'ai une autorisation permanente à l'année que je peux renouveler chaque année. Voilà. Après, je ne peux pas trop spoiler, mais en fait, je suis en train de faire une nouvelle exposition sur les monuments parisiens. Toujours sous la foudre. Pour vous la faire court, je prends divers monuments parisiens avec la foudre, pas forcément sur le monument, mais au moins la foudre avec le monument. Donc il y a le Louvre, il y a le Jardin des Tuileries, il y a Montmartre, la basilique Sacré-Cœur, j'ai fait la gare de Lyon, l'Arc de Triomphe, la Défense, le Mont Valérien. Voilà, j'en dis pas plus. C'est en cours, mon projet est en cours, et puis quand il sera fini, je vous le dirai. Mais ça va être sympa, et je vais faire ça en noir et blanc. Donc voilà. Je vais rester dans l'esprit parisien. Oui. Joli projet. Oui, merci. Photo suivante. Bon, voilà, un orage classique dans le département du Pas-de-Calais, avec les champs de colza que vous voyez devant vous. Et puis là, c'était une petite composition que je voulais faire en fait au mois de... Je crois que cette photo, je l'ai faite fin avril 2024 ou 2023, je ne sais plus. Et en fait, il y avait un chemin au milieu, et comme il partait dans le champ de colza, le chemin, en fait, le plan me plaisait, vous voyez. Et avec la structure nuageuse au-dessus, je me suis dit, j'espère que s'il y a une foudre qui tombe, ça va faire un petit peu des contrastes, des couleurs chaudes. Et puis du coup, c'est ce qui s'est passé. Grosse foudre négative avec un rappel sur le côté gauche. Donc une foudre de type internuageuse. Et du coup, ça a fait ce plan qui est très éclairé, très chaud en couleur et assez contrasté. Donc voilà. Photo suivante. Ah, là, on est dans le Nebraska, aux États-Unis. Et ce que vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de mésocyclones et de supercellules. D'accord, vous vous rappelez? Donc, le mésocyclone, c'est cette espèce de grosse boule que vous voyez en dessous, là, vous voyez? Ça fait un pied, en fait. Un pied d'éléphant. Et ça, c'est le mésocyclone de la supercellule. Et c'est ce mésocyclone qui, à 90%, crée des tornades. Ça part de là, en fait, de ce mésocyclone.
parce qu'en fait, ça fait un vortex qui tournicote. Et quand il tournicote, on va dire, régulièrement et assez rapidement, c'est là où se déclenchent des tubas qui ne touchent pas le sol. Et le tuba, quand il touche le sol, ça devient une tornade. Donc voilà le cas d'école qu'on peut retrouver aux États-Unis. Voilà, ça, c'est ce qui produit des tornades. Ça commence par ça au départ. Donc, d'où d'avoir un visuel, en fait, et la connaissance des nuages qui est hyper important. Parce que si vous n'avez pas la connaissance des nuages, vous n'aurez pas le visuel, et c'est là où vous allez vous mettre en danger. Photo suivante. Alors ça, c'est le même orage que vous avez vu tout à l'heure, mais 1 heure plus tard, que j'ai suivi. Et en fait, les couleurs, alors c'est très simple, là c'était 8 heures du soir, la nuit commençait à arriver, et les couleurs jaunâtres orangées comme ça, c'est dû en fait, c'était un désert de poussière de sable, et le vent il soulevait la poussière. Donc la poussière en suspension avec le coucher du soleil, ça donnait en fait cette couleur un petit peu atypique sur la masse nuageuse, avec des contrastes très noirs dessous, et très orangé, et le bleuté, vraiment la masse d'eau qui est au-dessus. Photo suivante. On a presque l'impression de voir l'eau dans le nuage d'avant. Ah ben, de toute façon, ce qui est intéressant avec les nuages, même quand il n'y a pas d'orage, des fois, vous avez des formes. Donc, on appelle ça des pareidolie. Ça peut être au sol, dans les nuages. Et c'est vrai que des fois, il y a des nuages qui ressemblent à des dragons, à des bisounours. On dirait du Caravage. Voilà. Exact. Et là, bon, cette photo, on est de retour donc en Lozère, sur le Causse de Sauveterre, la région des Grands Causses, en fait, qui borde les gorges du Tarn. Et là, on a un orage d'été classique avec une foudre qui part à l'extérieur. Donc, c'est un nom particulier, ça s'appelle une foudre extra-nuageuse. Donc, c'est une foudre qui se décale, qui sort de l'orage, en fait. Et pour moi, c'est les plus belles foudres parce que c'est celles qui sont en air sec, donc dépourvues d'humidité. Et en général, elles sont très ramifiées et c'est super esthétique. Par contre, il faut être là au bon moment parce que la foudre extra-nuageuse, en général, elle se manifeste quand l'orage il atteint sa maturité, c'est-à-dire au début. Ça lâche souvent des foudres extra-nuageuses avant d'avoir de la foudre après dans la masse du nuage. Photo suivante. Et bien voilà, la fameuse photo que je vous disais. Donc cette supercellule orageuse, donc en fait, elle s'est abattue l'année dernière. Non, même pas, je dis conneries. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans que je l'ai faite, celle-là. Et en fait, cet orage-là est le deuxième orage le plus gros qu'on ait en France depuis le début des relevés météorologiques, en termes de superficie. Alors, si je ne dis pas de conneries, son diamètre, voilà. Donc c'est en Côte d'Or, donc au sud de la ville de Dijon. Il faut savoir que les orages ont pris naissance dans le Morvan, donc un peu plus au sud, donc au nord du Massif central, nord-est du Massif central, donc entre la Saône-et-Loire et entre Chalon-sur-Saône et le Morvan. Et du coup, ça a fait, en fait, il y a eu plusieurs orages, et ces orages se sont agglomérés pour faire une grosse masse orageuse. Et en fait, cet orage-là, donc c'est le deuxième orage avec la plus grosse superficie de France, avec une superficie de 200 000 km². Voilà, j'ai le chiffre sous les yeux. Et en fait, donc ça fait un complexe convectif de mésoéchelle qui est très très rare en France parce que c'est que le deuxième qu'on a depuis le début de relevé. Et il fallait savoir que il y avait une présence d'air convectif sur 50 000 km². Donc c'est énorme. Hein. Cet orage, il a duré 8 heures à peu près. Et la température au sommet du nuage, donc à 14 000 mètres d'altitude, a atteint moins 52 degrés. Donc vous imaginez, au sol, il faisait plus 34, moins 52 degrés, 14 km plus haut. Imaginez le contraste thermique, il est juste... Oh ben c'est une pompe à chaleur, quoi, le truc. Hein. C'est impressionnant. Quoi. Et en fait, cet orage, donc du coup, il est parti de Chalon-sur-Saône. Moi, j'étais au sud de Dijon quand j'ai pris cette photo. Et il a fini en Suisse, l'orage. Donc, sur la plaine, en fait, derrière les monts du Jura suisse. Et en fait, les rafales au sud de Dijon ont soufflé à 149 km/h, causant l'effondrement d'un super U, si je ne dis pas de bêtises. Et il y a eu à peu près 270 hectares de forêt détruites. Donc, des fronts de rafales humides qui ont couché les arbres sous le passage de cet orage-là, en fait. Et moi, la chance que j'ai eue quand j'ai pris cette photo, donc au milieu, on voit bien le centre de la cellule orageuse. Et à gauche, si on zoome, je vais essayer de zoomer pour vous montrer. Regardez ce qu'on voit.
une foudre positive et un oiseau. Alors pour les animaliers, ils seront contents. Voilà, j'ai fait de l'animalier avec la foudre. Le truc improbable. Je vois pas trop l'oiseau quand même. Si, Alors, là, c'est là. alors, Ah oui, là-haut, oui, pardon. On le voit, oui. cette photo, elle sera publiée, bien sûr, au festival de Samois-sur-Seine. Et l'oiseau, alors moi sur la photo, parce que là, la qualité n'est pas top, mais j'ai un animalier qui la regarde de plus près. Pour lui, c'est un busard. Oh, À Milan. Plutôt à Milan. Je ne sais pas comment il a fait pour deviner ça, par rapport peut-être à la forme des ailes, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas spécialiste, hein. Franchement, je n'y connais rien. Pour moi, ça reste un oiseau. Et en fait, c'est ce qui fait le cachet de cette photo, quoi, en fait. Bon, après, je pense que l'oiseau, quand même, il a eu chaud aux ailes, hein. Il a dû s'en tirer passer, quand même. oui, c'est étonnant que quand il y a du vent comme ça, je pense que les oiseaux, ils se planquent en général. Ah ouais, mais celui-là, il est parti vite, hein. Les oiseaux, ils aiment le vent, ils vont avec le vent, hein. Ah ouais. Bon. Ça les aide. Donc, voilà pour cette photo. Et là, au niveau des exifs, quand je l'ai faite, donc là, du coup, j'étais au 14 mm, 3 grands angles. J'étais à 2 secondes de pause, à f13 et ISO 50, pour vous donner à peu près le réglage de l'appareil photo. Photo suivante. Je ne sais pas s'il y en a encore d'autres ou pas. Il y en a encore. Ah, voilà. Il y en a celle-là et une autre. Voilà. Et bien alors celle-ci, c'était aux États-Unis. Là, j'étais dans le Texas, dans les Panadoles, du côté de Canadien. Donc pas loin du Nouveau-Mexique. Donc ça, c'est la supercellule typique. C'est-à-dire que là, vous voyez, ça fait une espèce de crabe. Vous voyez? C'est tout rond. Ça fait un cercle rond. Ça fait une soucoupe volante, en fait. Et après, en haut, ça fait une virgule. Je ne sais pas si vous voyez la virgule. Vous voyez, à droite, ça fait une forme de virgule. Alors ça, on appelle ça la bande d'alimentation. La bande d'alimentation, c'est le courant, en fait, c'est l'aspiration. C'est ce qui permet l'enroulement du mésocyclone et qui lui garantit en fait à 100% sa forme. Et quand il est à ce niveau-là, là, il est au maximum de sa capacité destructrice, et c'est ce qui crée régulièrement des tornades. Et sous cette supercellule orageuse, malheureusement, ce jour-là, il y a eu 8 tornades qui se sont formées sur un lifetime à peu près de 2 heures. Et là, ce qu'on a du mal à comprendre sur une méga cellule comme ça, ouais. La base du pied, là, elle fait quelle largeur, quelle taille à peu près? Alors là, le diamètre à peu près, là, c'est entre 30 et 40 km. Ah ouais, c'est ça C'est qu'on pas a du très mal gros. Mais on a du mal à le juger quand on regarde comme ça c'est très compliqué. les échelles. Ouais. Après, quand vous zoomez, vous allez voir, je vais vous montrer, il y a un bâtiment, il y a un hangar. Là, vous voyez la taille du hangar par rapport à la cellule, c'est juste dingue en fait. Voilà. Vous imaginez ça. Et aux États-Unis, ce genre de cellule orageuse est à même en 2-3 heures, il peut y avoir un outbreak, on appelle ça, un outbreak de tornade. C'est-à-dire qu'il peut y avoir 5, 6, 8, 10, 12 tornades sous la même cellule pendant 2 heures. Et les tornades, parce que là, bon, t'en es à combien de distance quand tu as fait les photos? Là, celle-ci, là? Oui. Là, je suis à 3 km à peu près. Et les tornades Et il faut savoir que le déplacement d'orage, c'est 60 km/h en moyenne. Ouais. Et les tornades, de là où tu es, tu peux prévoir où elles vont aller ou bien tu peux te trouver au milieu? Alors, quand on a schématisé, synthétisé en fait le passage de l'orage, la tornade, elle suivra toujours l'orage en fait. Oui. Donc nous, on se met en parallèle. Donc il faut trouver une route qui est en parallèle. Jamais on ira prendre de front la tornade ou jamais on ira derrière. Parce qu'une tornade, ça se déplace jusqu'à 90 km/h, mais ça se déplace comme ça en fait. Ça fait comme ça. Ça peut faire ça, mais ça peut faire ça, ça peut faire ça et ça peut faire ça, du S. Le problème, c'est que si on est trop près, si elle fait le S, on n'a pas d'échappatoire. Donc là, on est pris dedans. Et il faut savoir qu'une tornade, il peut y avoir des multivortex. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une tornade centrale et des vortex secondaires. Ouais. Il faut savoir que les vortex secondaires, ça peut souffler jusqu'à 500 km/h. Donc je vous laisse imaginer, on est détruit. Oui, bah oui. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé en 2012, je crois, aux États-Unis? On avait un chasseur de tornades qui était hyper connu, qui s'appelait Tim Samara, qui était ce jour-là avec son fils et un collègue à lui. Et c'était, je crois, sur la tornade de El Reno. Donc El Reno dans l'Oklahoma. Et en fait, la tornade, c'était une F4 ou une F5, donc le plus gros stade de la tornade. Et elle faisait 4,5 km de diamètre, la tornade, pour vous donner à peu près une ordre de grandeur. Hein. Donc son diamètre, 4,5 km. Et en fait, eux, ils ont voulu la tangenter par la droite. Et en fait, elle a changé de trajectoire.
et ils se sont fait prendre dans la tornade. Mais le problème, c'est que dans la tornade, il y avait plusieurs vortex. Donc, c'est un des vortex secondaires qui a fait soulever leur véhicule et qui l'a projeté à 600 mètres du lieu où ils étaient, quoi, à peu près. Donc, la voiture, elle est montée à plus de 2000 mètres. Elle est retombée à 600 mètres. Imagine le truc, ça fait pompe aspiration et ça retombe. Sauf que ça retombe à une vitesse de plus de 200 km/h. Ils sont morts? Ah, sur le coup, ils auraient senti. Déjà, il faut savoir qu'une tornade, suivant l'intensité de la tornade, il y a une différence de pression. Comme quand on fait de la plongée sous-marine. Quand on fait de la plongée sous-marine, il y a des paliers, il y a de la pression. Et bien, une tornade, il faut savoir que vous passez de 1010 hectopascales à 700 hectopascales. Donc, cette différence de pression, le corps humain, lui, il ne la supporte pas. Donc, vous saignez des oreilles, on appelle ça des hémorragies extérieures. Donc, en fait, le cœur, il se contracte, et il y a tout qui pète en fait, à l'intérieur, et puis vous saignez partout. Ça, c'est la différence de pression. Le corps, en fait, c'est comme si on est dans un sous-marin à 4000 mètres de profondeur, et ça fait une implosion. Mais c'est pareil pour la tornade. La différence de pression fait une implosion sur le corps humain. C'est pour ça que des tornades de type F1, F2, on peut s'en sortir en tant qu'être humain. Par contre, une F3, une F4, une F5, donc des vents supérieurs à 200 km/h, en général, si on est pris dans la tornade, la différence de pression, déjà, nous fait faire un arrêt cardiaque, avant même de comprendre ce qui se passe, quoi. Voilà. Ah, ça donne pas envie d'y aller dessous, hein? Pas vraiment, non. Allez, dernière photo. Ah, celle-ci, elle est sympa. Alors, tout à l'heure, je vous parlais de jupes sous les orages violents. Quand on a des supercellules orageuses ou des gros cumulonimbus, souvent, ça fait une espèce de jupe à l'avant. Vous voyez? Ça fait une forme de jupe. Et ce qui est marrant, c'est que quand on est en région de plaine, la jupe, elle vous passe dessus. Mais quand on est en montagne, à 1200 mètres d'altitude, eh bien, il arrive que la jupe, elle rase le sol. Et là, en fait, en l'occurrence, l'orage, il était au sol. Il touche, parce qu'en fait, il est né dans les gorges du Tarn de remonter direction nord. Et comme moi, j'étais en hauteur, en fait, eh bien, la jupe est arrivée à ma hauteur. Alors, rien de bien dangereux, parce que c'est un orage qui était très pluvieux, donc très, très peu de foudre, en fait. Par contre, on est passé de 26 degrés à plus 8 en l'espace de 3-4 minutes. Une fois qu'on était sous la jupe, quand la jupe est passée, c'était brouillard, pluie fine et glacé en température. Un coup à choper un rhume en plein mois de juillet. Voilà, voilà. Je crois à peu près au même endroit. Je me suis chopé à peu près la même chose. Mais il y a quand même des chasseurs d'orage qui survivent. Oui, mais quand même, vous savez, des décès, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas tant que ça. Aux États-Unis, la plupart du temps, quand il y a des décès, c'est dû à des accidents de la route. Il faut savoir qu'aux États-Unis, quand il y a un tornado warning, c'est-à-dire un orage qui risque de produire une tornade, ce n'est pas 50 chasseurs d'orage, c'est 3-4 000 chasseurs d'orage qui vont aller sur l'orage. Donc, c'est des bouchons sur la route. En plus des usagers de la route, il y a les chasseurs d'orage qui provoquent des bouchons. Et souvent, sur des intersections ou autres, ça tape et les décès se font là. C'est souvent plus dû aux accidents de la route qu'à la tornade elle-même qu'il y a des décès. Ça, il faut bien le prendre en compte. C'est hyper important. Il y en a qui... Parce qu'en fait, il n'y a pas que des photographes. Dans les orages et dans la météorologie, vous avez des gens comme moi. Moi, je recherche plus le côté artistique de l'orage. Donc, moi, je reste quand même à distance de l'orage. Après, il y en a qui cherchent l'adrénaline, qui veulent rentrer et vivre sous l'orage le moment d'intensité, on va dire. Et malheureusement, c'est ces gens-là qui prennent le plus de risques et c'est eux, malheureusement, qui font partie des blessés ou des décès. Il n'y en a pas qui veulent faire du parapente, non Enfin, l'aspirateur, il te les congèle. C'est un peu. Avec Trump, il y en aura peut-être moins. Je sais pas. Joker. Mais après, c'est vrai que le plus compliqué, c'est faire la prévision. La prévision, c'est 80% de la réussite d'une trappe aux orages. Les 20%, c'est le matériel photo et puis la prise de vue. C'est ce qui est très compliqué, en fait, justement, à jauger, parce que la prévision météo, c'est ce qui est le plus compliqué, en fait. C'est-à-dire que pour faire une prévision météo, vous m'entendez toujours? Oui, tout à fait. Oui. Quand on fait une prévision météo, en fait, il y a 3 étapes fondamentales. Il y a l'observation, la simulation et l'évolution de l'atmosphère. Et ça, on sait de modèles numériques qui analysent en fait le résultat. On t'entend, mais on ne te voit plus. Ah ben merde, j'ai disparu. Ah, je suis là, ça y est, je suis revenu. Tant pour moi, je ne sais pas ce que j'ai fait. Donc en fait, ce qu'on fait, l'observation, donc à la prévision expertisée, on passe par l'assimilation des données, la modélisation, et ensuite après on affine les prévisions. Et tout ça, en fait, ça permet d'avoir après un espace-temps, quoi, en fait. C'est-à-dire qu'en fait,
À l'heure actuelle, ce sont des supercalculateurs qui se trouvent dans un endroit en France, qui calculent des milliards d'opérations à la seconde et qui donnent en fait une simulation de l'atmosphère. Et après, nous, les prévisionnistes, on fait des maillages et après, on rentre ces données dans les maillages. Donc, c'est des calculs, c'est que des calculs algorithmiques et des formules physiques qui sont rentrées dedans, qui permettent en fait après d'ajuster les prévisions à des mailles fines. C'est-à-dire qu'en fait, on arrive actuellement à avoir une prévision à 800 mètres carrés, sur 800 mètres carrés. Alors qu'à l'époque, les premiers modèles météo, donc c'était arpège, on était sur du 20 km² par maille. Bon, vous imaginez, on a quand même, on progresse quand même. Hein. C'est long, mais ça progresse. Il y a des similitudes alors du coup sur certains orages. Puisque vous oui, de toute façon, un cumulonimbus restera un cumulonimbus. Oui. Tout ce qui va varier, en fait, ça va être sa taille, donc du coup, sa largeur et son potentiel électrique. Et surtout, la trajectoire qu'il prend. C'est-à-dire qu'un orage, si c'est une trajectoire dans les champs, il fait sa vie, il n'embête personne au final. Si, il peut embêter les agriculteurs. Voilà, ceux qui font les vendanges, tout ça. Mais ça fait partie après du climat. Par contre, c'est vrai qu'avec le réchauffement climatique, le problème qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas plus d'orages qu'avant, mais par contre, ils sont beaucoup plus destructeurs parce qu'il y a beaucoup plus d'humidité. Donc, du coup, ils se remplissent beaucoup plus de flotte et du coup, ils sont beaucoup plus gros. Et le fait d'être plus gros, ils produisent beaucoup plus de dégâts. Voilà, tout simplement, quoi. Mais il n'y a pas plus d'orage qu'avant. Par contre, ce qui est changeant, c'est que les vents, parce qu'un orage, ça a des couloirs en France. On a des couloirs qui sont connus. Le problème, c'est qu'avec le réchauffement climatique, il y a des endroits qui s'assèchent, des endroits qui s'humidifient. Du coup, ça modifie les couloirs au fur et à mesure. Donc, nous, en fait, on est en train de s'adapter à la modification des couloirs. Donc, des villages qui n'ont pas connu de gros orages, bah, des fois, vous voyez aux informations sur la 1, ah, bah, un village qui s'est fait dévaster par un orage, ce n'est pas arrivé depuis 200 ans. Oui, parce que les couloirs ont été modifiés. Donc, des fois, 30 km plus à l'est, eh ben, le village qui n'était pas, on va dire, soumis à ces orages-là est soumis à cet orage-là. Ça, c'est les évolutions qu'on est en train de voir. Et moi, je le vois, en 25 ans de traque aux orages, je me rends compte, en force de parcourir le pays, je vois l'évolution, en fait, due au réchauffement climatique. Et ça, c'est un fait, quoi. C'est une réalité. Moi, j'avais une question par rapport au matériel photo et à la charge électrostatique qui se crée autour de tout ça. T'as jamais flingué de boîtier Non. Jamais. Parce qu'il y a quand même de l'électronique qui est fragile à l'intérieur. Ah oui, mais après, moi, j'ai jamais eu de souci avec le. C'est pour ça que mes boîtiers sont montés soit sur de l'alu, soit sur du bois. D'accord, ouais. Pour éviter justement de faire une liaison au sol, ouais, tout à fait. Pas avoir de mise à la terre, effectivement. Ouais, exact. C'est ça. Bon, je vois que personne n'a dormi déjà, c'est bien. D'autres questions pour Lauriane? Vous se réveiller? Non, mais bon, on a appris beaucoup de choses là. Hein. Écoutez, j'ai essayé d'être la plus ludique et la plus, on va dire, d'essayer de vulgariser un peu tout ça, quoi, pour que ça soit quand même intéressant et que ça soit attractif, quoi, voilà. Même si c'est pas votre passion de base, quoi, mais bon, voilà. Ah non, mais c'est intéressant, hein, c'est super intéressant. Puis en plus, le résultat est... Ceux qui font l'animailler aiment bien voir les orages. Hein. Ouais, mais je suis d'accord, on va plus s'émerveiller que d'avoir peur. Ah ben, si, on va dire que si grâce à ça, vous avez une autre vision maintenant des paysages avec en fait, avec Dame Nature, en fait. Hein. Si ça vous permet déjà de voir autrement les choses, moi je suis super content. C'est très très beau de toute façon. Hein. Tes photos, elles sont magnifiques et c'est vrai qu'il y en a certaines, on se dit, alors effectivement, elles sont uniques aussi. En animalier, on arrive à retrouver les photos semblables, alors que là, c'est vraiment unique, quoi. Ben moi, c'est ce que j'aime bien en fait dans cette discipline, c'est qu'on n'a jamais la même chose. On peut revenir dans le même champ avec le même chêne au milieu, vous aurez toujours des ambiances différentes en fait. Ouais. C'est extrêmement intéressant hein, et le résultat est très chouette. Merci beaucoup. Cours magistral et artistique. Merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup pour cette présentation qui était très riche. Eh bien, écoute, avec grand plaisir. Je vais ajouter que quand j'ai proposé à Lauriane de venir faire sa présentation, elle m'a dit « Oh, mais je ne suis pas du tout à l'aise avec le truc par Internet. Tu vas sembler assez à l'aise, en fait. » Bah, en fait, alors, c'est paradoxal, vous allez rire, vous allez vous moquer de moi, mais ce n'est pas un souci. Je suis plus à l'aise dans une salle avec 1200 personnes qu'avec 20 personnes.
je peux pas expliquer dans une grande salle, en fait, un théâtre, un amphithéâtre ou autre. Je suis dans mon truc, en fait, et puis je débat en direct avec les gens, vous voyez. C'est pas pareil qu'en visio, c'est deux choses différentes. Mais là, pour moi, c'est bien, ça me fait une bonne expérience. C'est vrai que c'est la première fois que je fais un visio conférence, en gros, quoi. Donc pour moi, c'est quand même une première. Je suis plus habitué à faire des conférences sur des salons photo ou dans des salles de cinéma ou même salles de théâtre. Mais là, non, franchement, c'était bien. Bah, c'est une première réussie, c'est parfait. L'intérêt de la visio, c'est qu'on est partout en France et en même temps, on a profité tous en même temps, quoi. Oui, qu'à Namur, c'est pas tout le monde qui monte à Namur ou à Montier. Et bien voilà, c'est ça, ouais, c'est ça. Et puis du coup, ça nous a fait te découvrir, hein, parce que moi, je te connaissais pas. Mais du coup, je serais sensible aussi à ce que tu feras maintenant. Donc c'est chouette. Alors pour information, eh bien, elle participera au festival de Samois-sur-Seine, qui est juste à côté de Fontainebleau. Donc si vous souhaitez voir ces œuvres sur papier, elles ne sont pas loin. Et c'est quand C'est quand Du 5 au 13 avril. Voilà, tu le connais mieux que moi. C'est combien du 5 au 13? Oui. Ah, ouais. Ça sera juste quand on n'est pas là. Et en plus, c'est Loïc qui fait la cuisine, alors il faut venir. Ben, il fait beaucoup de choses, Loïc, c'est bien, c'est bien. Hein, faut qu'on regarde. Il est bien, ce gars, il est bien, ce président. Il est bien. On dit chez nous dans le Nord, et ça fait dedans. Et j'ai noté quand même que dans ta présentation, tu es arrivé à nous mélanger l'accent du Nord et l'accent du Sud. Oui. Un peu. Ouais, il faut, ouais, c'est marrant. Ouais, et puis attention, parce qu'il y a Béthune Thunder. Hein. Hein? L'accent Yende à Béthune. Ah oui, c'est le même coin. Hein, je t'ai biloté. Il est bien. Pas là, Maës, il n'est pas là. Patrick, ici, il était tout à l'heure. Il y avait Bernard aussi, j'ai vu. Et les gars du Nord, il y en avait plusieurs, là. Oui, on est quelques-uns. Toujours là. Hein. Ah, mais je vois que les gens, ils sont tous là, ils ne veulent pas partir. Bon, mais on va rester ensemble. Non, puis c'est pas leur partir, de toute façon. Ah bah non, on a encore 3 projections à faire. Sinon, les conférences qu'on fait régulièrement et un peu partout en France ou... Pardon? Les conférences, t'en fais un peu partout en France Alors moi, en général, à chaque exposition photo que je participe, je fais une conférence. Okay. Comme ça permet que tout le public profite. Ça évite d'avoir des gens qui se tapent 600 bornes pour aller assister à une de mes conférences. Après, mes conférences, elles durent entre 1 heure et 1 heure et demie, par contre. Parce qu'il faut quand même prendre le temps d'expliquer, comme je viens de faire aujourd'hui, le cheminement. Quoi. En 45 minutes, c'est impossible, en fait, d'expliquer ce que je fais. Quoi. Donc, c'est suffisamment passionnant pour qu'on tienne 1 heure et demie sans problème. On a commencé à 8h15, il est 22h. Donc, vous voyez, on a fait pas loin de 2 heures. Et encore, je suis allé... j'ai pas trop approfondi, je suis allé vraiment sur le vif du sujet, quoi, en fait. Mais après, quand je suis en conférence, en fait, j'ai carrément des diapositives, j'ai carrément un dossier, en fait. Donc, je passe au fur et à mesure le dossier avec des schémas, des dessins. C'est super explicatif. Et en fait, moi, je me suis entraîné à faire beaucoup de conférences, aussi bien pour les adultes que pour les enfants. C'est pour ça que quand j'ai sorti mon livre, Traqueuse d'orage, c'est un livre de photos. Donc, il y a 180 photos sur 200 et quelques pages. Mais c'est un livre qui est pédagogique, avant tout. C'est-à-dire que ce n'est pas un livre d'art à la base, mais il y a plein de photos dedans que j'ai faites en France, aux États-Unis. Et après, il y a plein de schémas d'explication pour les photographes, avec des captures d'écran du boîtier d'appareil photo pour que les photographes puissent s'entraîner à faire des réglages. Il y a des astuces, il y a tout ce qu'il faut savoir sur la cellule de détection, il y a l'évolution du climat, de la météo, comment se forme la foudre, comment se forme un orage. Donc, c'est vraiment pour les néophytes et c'est assez vulgarisé. C'est-à-dire que j'ai la chance d'avoir mon livre qui se trouve dans les collèges départementaux, dans toute la France. Donc, dans des collèges un peu partout dans la France, ils ont Traqueuse d'orage. Donc, les profs de géographie, tout ça, voilà, c'est super intéressant parce que c'est pour tout public, en fait. Il n'y a pas un niveau d'exigence en matière, on va dire, de scolaire, quoi. Voilà. Et bah, encore bravo et puis merci. Merci beaucoup. Merci. Et merci. puis merci bien pour nous avoir appris tant de choses. Merci. Pour la prochaine exposition, hein, n'hésite pas à nous faire signe. La prochaine exposition. Oui, la prochaine exposition que tu vas sortir.
Celle que tu es en train de préparer là. Si tu veux faire une conférence le samedi ou le dimanche, tu me le dis, moi je t'en fais une. Hein. Si c'est un diapo, on y va. Hein. J'ai mon PC. Hein. Ok. Bon, bah merci beaucoup. C'est une bonne idée. Tiens, je voilà. vais étudier le problème. Quand tu seras à Samoa, on peut peut-être faire une conférence. Je vais réfléchir à ça. En tout cas, je remercie tous les intervenants parce que je vois les messages passer et puis ça fait vraiment plaisir que les gens ils ont apprécié. Bah oui, tout à fait. Oui, non, mais c'était très intéressant. Surtout que là, je sors d'hibernation. Là, c'est printemps, j'ai fou. Et oui, ça y est, c'est le printemps. Allez, Il faut se remettre en mouvement. Se remettre dedans. Faut se remettre en mouvement. Oui, tout à fait. Bon, bah merci beaucoup. Je vais arrêter l'enregistrement du podcast et puis le relancer pour les projections suivantes. Donc le podcast, il sera disponible, je pense, d'ici 15 jours, 3 semaines à peu près. On t'enverra l'adresse comme ça. Il est sur YouTube, mais a priori, il est en accès libre. Donc n'hésite pas à le partager si tu le souhaites. Oui, tu le trouveras sur YouTube ASCPF. Ouais. Après, je vais vous dire quelque chose. Alors, je vais spoiler. Voilà, comme vous êtes tous là encore ensemble. Donc, j'ai un gros projet cette année qui est en train de se faire. Après, j'en dirai plus pour ceux qui veulent me suivre sur mes réseaux sociaux, sur mon Facebook, par exemple. Je suis en train de faire un court-métrage. Donc, en fait, une adaptation de Traqueuse d'orage, mais en film. Voilà, donc avec un acteur qui est connu, qui s'appelle Joachim Fossi, qui a joué le rôle de Diane Moreno dans Demain nous appartient, sur TF1. Et qui a fait plusieurs films avec Alexandra Lamy, avec Philippe Catherine, voilà, et d'autres personnalités. Et en fait, on est en train de faire un jeu d'acteur, donc du coup sur un court-métrage d'adaptation, mais en réel, c'est-à-dire sur de vrais tracks aux orages, mais pas comme Twister, hein, pas un truc science-fiction, vraiment un genre docu réel. Donc voilà, je vous en dirai un peu plus pour la sortie, mais on est en train de le faire cette année, et puis je pense que ça va sortir pour 2026. D'accord, voilà. On te souhaite succès et réussite. On verra bien. Là, pour l'instant, c'est en cours, donc on verra. Voilà. Je vous en dirai un peu plus au fur et à mesure des mois. Ça marche. Merci. Ok. Merci pour le partage. Eh bien, merci beaucoup. Voilà. Et il y a un deuxième livre qui va sortir dans un an. Ah bah, parfait. Autant de raisons pour revenir nous voir. Très bien. Voilà. Merci.